Non, mais c'est important, c'est important. Allez, normalement, ça doit enregistrer. Voilà, j'ai le petit feedback. Et ben donc, bienvenue pour ce 78e Club Power BI. Aujourd'hui, on va avoir un invité qui va nous parler de DataVis, mais pour ceux pour qui c'est le premier Club Power BI, on va juste faire ce qu'on fait d'habitude, un petit peu de news communautaire, revenir sur qui on est, ce qu'on fait. Ça, en général, on fait ça de façon très courte parce que vous pouvez retrouver ça sur les 77e autres meet-up qui se trouvent sur notre chaîne YouTube. Mais en tout cas, parler un petit peu de l'actualité communautaire. Je te laisse gérer les micros s'il y a des micros ouverts, Tristan, pour le coup. Ensuite, on parlera un petit peu des nouveautés du mois. C'est un peu ce qu'a fait le succès et le démarrage du Club Power BI. Donc, on va parler des nouveautés, même si c'est un peu pauvre ce mois-ci. Je fais un petit peu de teaser. Et ensuite, on aura notre invité qui nous parlera de DataVis. Allez, on est parti. Si je ne suis pas sur le bon écran, ça ne va pas le faire. Donc, les bonnes pratiques quand on est sur ce type de meeting, on vous demande de couper le micro, la caméra, parce qu'en général, ça permet de se concentrer sur les speakers qui présentent, même si au final, j'ai pas trop de soucis à ce que vous allumiez votre caméra. Je rappelle, on a, je crois, même quelqu'un qui a sa caméra, mais qui a un écran noir. Mais c'est surtout les micros pour éviter tous les bruits parasites, le petit dernier qui rentre dans la pièce, le paquet de chips qu'on ouvre, la bouteille qu'on débouche pour l'apéro. Enfin bref, l'idée c'est de ne pas polluer le meet-up. Donc on vous demande de couper vos micros. Il y aura une phase de questions-réponses à la fin où potentiellement vous pourrez prendre la parole s'il y a besoin. Voilà. Et vous avez un chat normalement. Normalement, ça peut arriver que votre tenant ou votre administrateur Teams interdise certaines choses. Mais normalement, vous avez un espace de conversation. Vous pouvez poser des questions. On est plusieurs à y répondre ou mettre des commentaires. Vous avez le droit de mettre des chiffres animés, des choses rigolotes qui vont bien. Allez, on parle des news communautaires. Donc, on va revenir pour ceux pour qui c'est le premier Club Power BI. On va vous parler de qui on est, ce qu'on fait. Ça va être assez court. Un petit peu de news communautaire. Et puis après, on passera aux vraies news qui vous intéressent de Power BI. Et j'ai oublié de me présenter. Moi, je suis Jean-Pierre, l'un des fondateurs avec Tristan, qui a aussi sa cam ouverte. L'un des deux fondateurs du Club Power BI. Ben justement, on est là, ici, Jean-Pierre et Tristan. On est évidemment basé à Paris, mais ça n'a plus forcément de sens puisque tous nos meet-ups sont online depuis maintenant un an. Je pense un an, on a dû faire le dernier il y a un an, en janvier. Je ne sais plus où c'était, Tristan, je ne sais pas si tu Non, le dernier qu'on ait fait en présentiel, c'était le 6 ou le 7 mars 2020. Ah, C'était donc, c'était quelques juste jours avant, avant le. Ouais. D'accord. Donc, pas tout à fait un an qu'on est en virtuel, mais néanmoins, on essaye d'avoir une vraie empreinte locale. Et donc, c'est pour ça qu'avec ce slide, on salue les autres organisateurs. Il n'y a pas que moi et Tristan, bien évidemment. Il y a une dizaine d'organisateurs qui s'occupent justement de faire avancer la communauté localement, même si leurs meet-ups sont online comme le nôtre aujourd'hui. Il manque peut-être, il faudrait que je remette à jour un petit peu ce slide, puisqu'on a l'habitude aussi de présenter, pour faire un peu monter la sauce, les futurs organisateurs bordelais. J'en avais un qui était là, j'ai vu qui sont présents. Donc évidemment, quelqu'un lève la main. Je prendrai la question éventuellement après. N'hésitez pas à mettre votre question dans le chat si vous avez des questions. Donc, on veut ouvrir Bordeaux depuis quelques mois déjà et malheureusement, démarrer finalement une communauté locale en étant virtuel, c'est un peu compliqué, donc on essaie de repousser. Mais bon, sachez que on a déjà prévu d'avoir des représentants à Bordeaux. C'est Gaël Yatsu, excuse-moi si je ne prononce pas l'intégralité de ton prénom, et Christophe, je ne sais pas si les trois sont là. En tout cas, voilà. Donc on est promis, on vous rajoute sur les slides la prochaine fois. Mais ils sont déjà intervenus sur les autres meet-up de Lyon, je crois, et de Lille pour se présenter. Voilà. Donc en tout cas, bienvenue à vous pour représenter ça. Voilà. Je vois qu'il y a des questions sur les clubs Power BI en Afrique. Je crois qu'il y a Yazoo, pardon, excuse-moi. Je sais qu'il y a des discussions en cours, mais là, on en parle en off. Allez, mince, je ne suis pas sur les slides, ça n'avancera pas. Donc, où on est, qui on est, c'est simple, clubpowerbi.com. Vous avez tous les points d'entrée et il y a quoi à voir.
Il y a les meet-up, évidemment, mais ça, normalement, vous avez dû trouver la porte si vous êtes là, aujourd'hui. Il y a la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est justement là où on met tous les meet-up qu'on a enregistrés. Donc, vous avez les 77 derniers. Donc, vous avez beaucoup d'heures de vidéos à rattraper. Donc voilà, c'est très, 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 beaucoup de contenu intéressant. Il y a le forum. Un forum en français. Il y a un très bon forum qui s'appelle community.powerbi.com qui existe, mais qui est anglophone pour le coup. Et on sait que ça peut être un frein pour vous. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a monté une communauté et qu'on veut de la localité. C'est pour pouvoir discuter de Power BI, notre langue d'origine pour le coup. Et enfin, on a Twitter aussi, hein, qu'on utilise. Jean-Pierre, c'est toi j'arrive pas à trouver. Il y a quelqu'un qui a pas son micro fermé, enfin, qui a son micro ouvert, du coup, c'est plus simple à dire, et j'arrive pas à trouver qui c'est en fait. Sinon, j'ai Donc le bouton magique. Hein. J'ai si vous désactivé pouvez tous les couper micros. vos micros, voilà, ça peut être pas mal. Parce qu'on entend des assiettes et des couverts. Sinon, j'appuie sur le bouton, mais il faudra que toi, tu le réouvres, le tien, Tristan. Je vais essayer, tiens, d'ailleurs. Sauf vous, alors je sais pas. Non, je vais peut-être pas. J'ai toujours peur de ce bouton-là qui après tu puisses Non, plus non, non, parler. mais vas-y, c'est bon là, tout a été coupé là. Pour le coup. Allez, donc clubpowerbi.com, retenez-le, c'est vraiment le point d'entrée de notre communauté. Allez voir, allez explorer le contenu. Et on ne le met pas dans nos slides, mais on aime bien le dire. Hein, on a une expression qu'on utilise depuis toujours, c'est que la communauté, c'est vous, c'est nous. Nous, on essaye de l'animer et de faire en sorte qu'elle vive et qu'elle s'enrichisse. Maintenant, on a besoin de vous, au moins pour nous dire qu'on fait des choses bien ou qu'on fait les choses pas bien. Donc, c'est extrêmement important d'avoir votre feedback là-dessus. Donc, n'hésitez pas et vous dites, mais comment on fait le feedback? Ben, je vous l'ai dit, il y a le forum. Dans YouTube, vous pouvez mettre des commentaires. Dans Meetup aussi. Et puis, au pire, hein, vous prenez nos noms et nos prénoms. On est facilement trouvable sur les réseaux sociaux. Donc, normalement, vous devriez pouvoir communiquer avec nous et nous dire si finalement ça vous a plu, ça vous a pas plu. Ça nous fait plaisir à minima d'avoir vos retours. Allez, un petit peu de news communautaire et ensuite on va parler de Power BI. Alors, comme on dit dans le jargon, c'est short notice comme pour vous prévenir. Mais il y a une conférence qui démarre dès demain qui est sur la Power Platform. Alors, c'est une initiative internationale, hein, c'est-à-dire que c'est Microsoft. Vous avez souvent ce format de conférence qui s'appelle le Global quelque chose Bootcamp. Donc, il y avait, il n'y a pas si longtemps que ça, celui du N365 Dev Bootcamp. Il y a les Global AI Bootcamp pour les communautés d'intelligence artificielle. Donc, Microsoft a lancé… Jean-Pierre, excuse-moi, je t'interromps. Précisons tout de suite, il y a une petite erreur sur les slides. Il y a janvier. Ah oui, bah oui. Ouais, juste, c'est bien février, hein, on ne vous parle pas d'un événement passé. Ouais. Même si ça nous est déjà arrivé de parler d'un événement passé. Hein. D'ailleurs, Oui, c'est bien. 19 et 20 février, effectivement. Donc, c'est demain. Pardon, hein, excuse-moi, je t'ai coupé, mais… Et puis, c'est de ma faute, parce que c'est moi qui ai fait ce slide tout à l'heure un peu à l'arrache. Donc, c'est bien demain et après-demain. Vous allez voir, vous tapez Global Power Platform Bootcamp. Éventuellement, je vous mettrai tout à l'heure le lien dans le chat pour le coup, si vous voulez vous y inscrire d'une part, parce qu'il n'est jamais trop tard, c'est un événement assez gratuit, c'est fait par la communauté, donc même si vous arrivez demain matin à 8h30, je pense qu'il y a moyen de rentrer et de venir là-dessus. Et allez voir l'agenda, il y a du Power BI dedans, il y a quelques sessions, j'ai la chance d'en aimer une. Il y a Guillaume Godefroy aussi, l'animateur, le réalisateur de Lille qui speak. Deux, trois autres personnes, j'ai plus la liste exhaustive des sessions Power BI en tête, mais voilà, donc on vous prévient peut-être au dernier moment, mais il y a ça, et puis voilà, et puis samedi, normalement, vous avez moins d'excuses parce qu'il n'y a pas la réunion du service à gérer qui va bien. Dernière news communautaire, et il y en aura une, il n'y a pas de slide que je donnerai après. Mais évidemment, les prochains meet-up, alors on se pose toujours la question, est-ce qu'on le met en dernier slide ou on le met maintenant? Si on le met en dernier slide, on oublie d'en parler. C'est simple, retenez, les 3 prochains sont planifiés. Il y en a un autre en février. Et notamment, très intéressant, il y a 2 REX donc, de CACIB, c'est Crédit Agricole Investment Banking, qui vous fera, donc ils font du PBIRS, donc Power BI on-premise, pas le service Power BI, et ils font un REX sur le avant-après.
On aura un Rex aussi de la chaîne de télévision Arte. Donc là, on a un meet-up mixte entre les Nantais qui travaillent pour des Strasbourgeois sur ce sujet-là. Donc il y a bien du Power BI, mais il y a aussi de l'Azure, hein, tout ce qu'il y a derrière, justement, tout ce qu'il a fallu mettre en place derrière pour pouvoir faire ce Rex. Et le 15 mars, Tristan aura le privilège de parler de fonctions temporelles en DAX avec Jean-Pierre aussi, mais un autre Jean-Pierre, pas moi, un autre, pour le coup. Donc voilà pour les prochains meet-up. Et avant qu'on passe aux nouveautés de Power BI, qui est ce pourquoi vous êtes venus, c'est pour qu'on parle de Power BI, je termine avec une dernière news communautaire. On n'a pas mis de slide, mais on a commencé à en parler dans les réseaux sociaux. Donc moi, je vous invite à toujours suivre Twitter. C'est là où il y a vraiment les dernières news. On annonce le Power Saturday 2021. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, vous savez que c'est la grande conférence qu'on organise une fois par an, au mois de juin. Donc, retenez la date, le 5 juin, il y aura le Power Saturday 2021. Et pour ceux qui se disent, oui, mais c'est quoi cette histoire? Moi, je ne suis pas au courant. C'est simple, c'est une belle conférence qui n'est pas que sur Power BI. On invite les communautés amis pour le coup. Donc, en l'occurrence, la communauté autour de la Power Platform, les communautés autour de Office 365, les communautés autour de la data, et on fait une belle conférence qui, comme son nom l'indique, aura lieu un samedi. Voilà. Et si vous voulez, je peux vous retrouver dans le chat pour discuter de pourquoi un samedi, ouais, mais le samedi, moi, je peux pas venir, machin, j'ai des enfants, etc. On peut justifier, expliquer pourquoi on a fait ce choix. Il y a tellement d'autres conférences en semaine, hein, donc voilà, celle-là, sa spécificité, c'est le samedi. Et d'ailleurs, si vous voulez des infos, powersaturday.com. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai terminé avec les news communautaires et je rends la place aux vrais stars de ce meet-up qui vont pas. Quoique non, je vais présenter aussi un petit truc, je crois, tout à l'heure en plus. Mais maintenant, on va parler de Power BI. Tristan, je te laisse démarrer. Ok, merci. On est sur le point de passer les 100 participants. Donc, c'est pas mal. Alors, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Tristan. Je suis aussi le cofondateur du Club Power BI, pour ceux qui ne me connaissent pas, avec Jean-Pierre. Je vais vous présenter quelques nouveautés sur Power BI. Alors, il se trouve qu'il n'y a pas eu de mise à jour du desktop ni en janvier. Bon, ça, c'est normal. C'est le cas depuis le début de Power BI. Ni en février, pour l'instant. Elle va sortir, hein. Il va bien y avoir une mise à jour en février, mais elle a été retardée de quelques jours. Du coup, on va vous parler de nouveautés autres que le desktop, puisqu'il n'y en a pas. Et pas des moindres. On a quand même quelques nouveautés sympas à vous montrer ce soir. Alors déjà, c'est tout frais. C'est sorti il n'y a même pas 2 heures. Le Gartner 2021 de l'étude de marché BI Data est sorti. Donc vous savez, Gartner, c'est ce cabinet d'études américain indépendant qui attribue des scores sur différents critères à des acteurs sur un marché, pas que sur la data, la BI d'ailleurs. Ils le font sur la data BI depuis plusieurs années avec un fameux quadrant. Microsoft est leader depuis plusieurs années. Et là, ça y est, aujourd'hui, les résultats 2021 sont tombés. Donc voilà le quadrant. Je l'ai mis aussi dans les slides d'ailleurs. Je vais plutôt le montrer là. Voilà. Donc en gros, les acteurs du marché BI sont notés selon ce cabinet sur 2 critères qui recoupent en fait eux-mêmes plein de sous-critères. L'exhaustivité de la vision et la capacité à délivrer. Donc le but du quadrant, hein, évidemment, c'est d'être le plus en haut à droite possible. C'est le cas de Microsoft, qui est à la fois le premier acteur du marché sur l'exhaustivité et sur la capacité à délivrer. Donc Microsoft est leader sur les deux parties du quadrant, sur les 2 critères. Alors, on précise, hein, pour ceux qui découvrent le Club Power BI ce soir, on n'est pas une antenne de Microsoft, on ne travaille pas chez l'éditeur. On n'est pas là pour vous vendre un outil, pour vous vendre des licences ou pour glorifier Microsoft. On est juste là pour vous parler d'un outil qui est révolutionnaire et qui est utilisé par des milliers d'entreprises quotidiennement dans le monde. Et il se trouve que cet outil est désormais effectivement un leader incontesté sur son marché. Quand il faut critiquer Power BI, on n'hésite pas à le faire, hein, évidemment. Mais là, ce quadrant est quand même assez parlant. La distance avec les autres acteurs du marché se creuse. Si vous regardez par exemple le quadrant de l'an dernier, je dois l'avoir là, voilà. Donc ça, c'était le quadrant il y a 1 an, 2020. ThoughtSpot avait fait une petite apparition dans la catégorie leader, et puis finalement, regardez, ils sont redescendus. Tableau, pareil, regardez 2020-2021, ça descend sur l'ability to execute. Et Click, bon, ils n'ont pas énormément bougé, ils sont toujours leaders, mais
on voit quand même que la tendance, hein, c'est que Microsoft se détache très nettement en tête. Juste pour information, regardez le quadrant de 2015. C'était il y a 6 ans, hein. Donc ce qui est rien à l'échelle de l'humanité, ce qui est beaucoup à l'échelle de la communauté Data BI. Alors si vous cherchez Microsoft, hein, ils sont là. Regardez. Il y avait du IBM, du SAP, du Oracle. SAS était le meilleur en 2015 sur l'exhaustivité de la vision. Tableau était clairement en tête. Et puis regardez, 6 ans après, le raz-de-marée. Donc, alors évidemment, il ne faut pas prendre ce quadrant comme une vérité absolue et incontestable, mais c'est quand même intéressant de voir qu'effectivement, Power BI fait partie du peloton de tête. Et ça intéresse notamment les grands groupes. Alors, on sait que dans les grands groupes, les DSI regardent un peu ce quadrant pour voir est-ce qu'on est bien placé, est-ce qu'on fait le bon choix. Voilà. Donc, si vous voulez l'article, on ne vous l'a pas mis dans les slides parce qu'il était toujours pas publié et j'ai checké, mais vraiment 1 minute avant de démarrer ma session et ils viennent de publier l'article à l'instant sur le blog de Power BI. Je vous le mets ici. Voilà, je l'avais. Hop, voilà. Il est là. Si vous voulez lire l'article, où évidemment, il détaille un petit peu plus le pourquoi et le comment Microsoft. Alors, vous remarquez, juste petite précision ici, que ici, il n'y a pas écrit Power BI, hein, il y a écrit Microsoft. Donc, je pense que derrière, il y a aussi le moteur Analysis Services qui est noté, il y a SQL Server, enfin, il y a tout l'écosystème Data BI de Microsoft, mais évidemment, Power BI est le fer de lance, et c'est certainement lui qui drive cette première place. Jean-Pierre, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter là-dessus. Non, deux petites choses, 13e année consécutive hein, dans le carré des leaders. Donc il y a aussi ça, hein, c'est que la 14e, ils disent là, longévité, 14e. Ah d'accord, parce que j'avais celui de 2020 et c'était marqué 12 dessus, mais c'est peut-être Ah moi ouais. qui est... Ok, donc 14e année consécutive. Donc ce qui montre aussi que finalement ça reste un acteur crédible, quoi. C'est pas juste on a mis plusieurs millions pour avoir l'outil qui va bien. Et la disparition de Salesforce, hein, mais juste pour dire, ils ont racheté Tableau. Donc moi je m'attendais à ce qu'il y ait Salesforce et plus Moi Tableau. aussi. Et c'est l'inverse, en fait, ils ont gardé Tableau, alors peut-être pour des raisons de notoriété, parce que les gens n'auraient pas compris pour le coup. Et je pense que d'un point de vue image, Tableau est plus connu que Salesforce en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que pour Looker, qui du coup a été racheté, Salesforce a racheté Tableau 16 milliards de dollars il y a à peu près 1 an et demi, je crois, ouais, c'est ça. Dans la foulée, Google a racheté Looker pour 4 milliards. Et là, ils ont mis Google en mettant Looker entre parenthèses, mais ils ne l'ont pas fait pour Salesforce et Tableau. Bon, c'est intéressant. Et peut-être que Salesforce a gardé le nom commercial de Tableau, hein, peut-être. Ouais, peut-être. Mm. À voir. Bon, en tout cas, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur l'article si ça vous intéresse. Ça, c'était pour la première news. Deuxième news. Pareil, on vous parle que de choses très très fraîches. Parce que c'est sorti hier soir. Dax.do. Il y a 5 lettres. Dax.do. C'est un site web. Je vais aller dessus. Dax.do. Et là, on atterrit sur une révolution qui a été créée, vous devinez par qui? SQL BI, Marco Russo, Alberto Ferrari, les big boss de la BI tabulaire et du langage DAX. Alors, ils ont déjà plusieurs ribambelles d'outils, notamment Dax.guide, que je vous recommande, la librairie du DAX, très intéressante pour avoir toute la documentation qui va même plus loin que la documentation de Microsoft, hein, c'est un comble, mais sur le langage DAX, eh bien, ils ont sorti un nouvel outil qui va permettre de faire des choses sympas en DAX. En fait, vous allez pouvoir requêter depuis un navigateur Internet, vous allez pouvoir requêter un modèle Power BI directement depuis le browser, en fait, depuis votre navigateur Internet. Donc ça veut dire que vous pouvez exécuter du DAX sans forcément être sur du Windows. Il vous suffit juste d'avoir une connexion Internet. Alors ce que vous allez requêter, c'est quoi? C'est un modèle Power BI, je vous le montre à l'écran. Le voilà. Un modèle avec des role-playing dimensions, un joli modèle en étoile, bien dénormalisé, qui respecte toutes les bonnes pratiques de modélisation. Lui-même, ce modèle s'appuie sur une base de données assez connue qui est la base de données Contoso, avec des données de vente anonymisées, etc. Et le but, c'est que vous ayez un bac à sable directement accessible, je répète, juste avec une connexion Internet, pour que vous puissiez jouer avec facilement et envoyer directement des requêtes DAX à ce modèle de données.
Donc là, vous retrouvez les différentes tables. Alors, il y a une ergonomie qui est très proche de ce qu'on peut faire dans des outils comme DAX Studio ou autre. Mais là, l'avantage, c'est qu'on n'a rien besoin d'installer. Alors, je vais vous montrer un exemple de requête. Evaluate. Donc là, je vais taper une requête en DAX. Par exemple, si je veux le top 5, je veux requêter le top 5. On va regarder le top 5 des villes, par exemple. Allez. Donc, on va dire top N. Hop là, top N. Alors, vous remarquez que ce qui est dingue, c'est qu'au moment où je tape sur la droite, automatiquement, il me donne la syntaxe de la fonction que je dois utiliser en dynamique, en plus de la syntaxe qui est là. Donc, je vais dire 5 values. Je vais récupérer, par exemple, je l'avais dit quoi, les villes. Hein. Donc là, je peux glisser comme ça, directement, comme dans DAX Studio, les objets de mon data model. J'aurais pu aussi les taper. Alors, petit défaut de la V1, il n'y a pas vraiment d'IntelliSense. Si je tape values continent, vous voyez, c'est un peu dommage. Ou city, il ne me propose pas. Bon, je sais que Marco Russo l'ajoutera bientôt, enfin j'espère. Voilà, l'order by expression, on va mettre une mesure. Donc là, je vais aller chercher une mesure du data model. On va mettre par exemple, elle devrait être par ici, la sales amount. Je la reconnais par un petit symbole calculatrice. Jolie transition de contexte. OK, je run. Et là, j'obtiens ma requête. La voilà à l'écran. J'ai mon top 5 des villes par chiffre d'affaires. J'ai directement accès ici à mes requêtes en dessous historiques. Allez, je vais rajouter par exemple une colonne à cette requête. Je vais faire un add columns où je vais justement ajouter le montant correspondant. Voilà, petite requête DAX. Ah, il ne m'a pas laissé copier, bon c'est pas grave, je vais mettre comme ça. Sales amount. Je run, et donc voilà, j'ai ma nouvelle requête qui est là. Je peux suivre du coup mes différentes requêtes et leur code. Ici, je ne l'ai pas testé, mais voilà, on peut visualiser aussi les données. Donc là, par exemple, on voit mon top 5. Le joli camembert qui sert à rien quand on a beaucoup de catégories, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça marche sans rien installer, juste avec des connaissances en DAX et une connexion Internet. Donc c'est quand même assez révolutionnaire. C'est un très bon outil, je pense, pour faire venir des gens de la communauté, par exemple des data scientists qui travaillent sur Mac et qui n'ont jamais installé Power BI Desktop sur leur poste. Ça peut être intéressant qu'ils puissent tester un peu ce langage directement sur une interface web. Ça peut être intéressant pour vous si vous n'avez pas de data model ou de jeux de données disponibles de faire des tests. Moi, j'y vois des intérêts aussi en formation. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui font que c'est très très intéressant. Alors, je ne peux pas tout vous montrer ce soir, mais en fait, ils font des liens vers dax.guide. Il y a pas mal de petits boutons, de petites interactions qui sont très très sympathiques. Il y a une chose que je voulais vous montrer qui est hyper intéressante. Bon, déjà, il y a les détracteurs de Power BI Desktop l'ont mis en évidence. Alors, voilà, c'est là. Il y a un support pour le dark mode, chose qui n'existe plus dans Power BI Desktop aujourd'hui. Donc voilà. Microsoft, si vous nous entendez, regardez comme c'est sympa d'avoir un dark mode dans un outil de développement. Vous pouvez utiliser DAX Formatter. Voilà, donc là, il m'a bien formaté ma mesure. Ça, c'est un autre outil qui a été fait par SQL BI. Une chose qui est intéressante, il y a un petit bouton ici. Si vous avez un blog ou voilà, si vous pouvez incorporer l'exemple et le code, vous allez pouvoir le partager en fait. Donc là, je vais cliquer sur ce petit bouton, Save and Share. Et alors là, ce qui est absolument génial, j'ai fait le test juste avant de vous faire cette présentation. Donc là, en fait, ça me génère un lien web. Si, je vais vous le mettre dans le chat. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de tester sur mobile. En fait, vous pouvez exécuter en cliquant sur ce lien. Donc, si vous êtes sur PC, bah, vous allez atterrir ici. Et si vous êtes sur mobile, bah, vous allez pouvoir accéder à la page web depuis votre téléphone portable. Vous pouvez vous mettre en mode paysage. Et là, vous allez pouvoir faire quelque chose de révolutionnaire. Vous allez pouvoir envoyer une requête DAX à un data model sur Internet depuis votre téléphone portable. Et même mieux, vous allez pouvoir coder en DAX. J'ai fait le test. Je ne peux pas vous montrer mon téléphone. En plus, vous pouvez faire ça sur un device non Microsoft. Moi, par exemple, j'ai un iPhone. J'ai écrit une requête DAX
sur mon DAX.do en mode portrait, en mode paysage, pardon, sur mon téléphone. J'ai appuyé sur Run et il m'a retourné le résultat. Voilà. Donc, c'est quand même assez révolutionnaire. Pour conclure sur ce sujet-là, ça indique un petit peu là où on va aussi. À mon avis, dans les orientations futures de Microsoft, du produit et plus généralement de ce qui se passe sur l'écosystème Data BI, hein. En fait, il y a de plus en plus de choses qui vont se passer directement sur un navigateur web. Microsoft l'a annoncé publiquement, Power BI Desktop ne tournera jamais sur Mac, par exemple. Euh, et pour attirer des communautés de non-Microsoft, le but, c'est plutôt de tout faire directement sur le browser, hein, sur le navigateur web, Power BI Service. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de choses sur le service, hein. Vous pouvez créer des reports, vous pouvez faire tout le partage, la sécurité, la collaboration. Vous pouvez créer des data flows depuis maintenant 2 ans, donc Power Query Online. Il manque que la couche Vertipack, DAX, modélisation. Clairement, on voit qu'avec des outils, alors ça n'a pas été fait par Microsoft, mais on voit qu'il y a des choses qui se passent et ça vous donne un petit peu des idées de l'orientation future aussi de ce qui se pourrait se passer à l'avenir dans l'écosystème Power BI. Donc voilà, je m'arrête là pour cette démo. Je vous encourage à les tester. C'est pas très compliqué. DAX.do. Voilà, très, très court, très simple. J'ai une petite remarque là parce qu'il y a eu des 404, des erreurs. Moi aussi, j'ai eu des erreurs en jouant avec. Non, mais je ne sais pas comment c'est backé derrière. Mais bien évidemment, hein, il y a un moteur Vertipack qui exécute vos requêtes. Donc, si on est tous à y aller plusieurs centaines, voire plusieurs milliers en même temps, en fait, je pense qu'au début, ils doivent faire ça. Et je me demande s'il n'y a pas finalement un partenariat avec les équipes de Microsoft pour faire tourner ça justement et que ça soit suivi par les ingénieurs de Microsoft. Ah ouais, effectivement, j'ai un 404 là. Bon, voilà, j'ai eu l'effet démo. Donc, je sais pas, parce qu'un gros analyse services, je suis pas sûr que SQL BI, peut-être au début, mais faire tourner ad vitam aeternam un gros SQL services qui coûterait plusieurs milliers d'euros par mois, je sais pas. À voir, hein, mais en tout cas, moi j'adore, hein, je suis fan. Voilà, donc c'est quand même, comme dirait un certain Steve Jobs, ceci est une révolution. Ok, on avance sur les nouveautés. Donc j'avais une dernière chose à vous montrer, qui n'est pas nouvelle, mais que j'ai testé récemment et je voulais vous faire un mini retour d'expérience là-dessus très rapide. Le moteur amélioré des data flows dans Power BI Premium. Donc vous savez, dans Power BI Premium, vous avez une version améliorée du moteur Power Query et du langage M, du Mashup Engine. Alors Premium aujourd'hui, vous pouvez l'acheter. Bon, il y a différents modes de licensing, on va pas revenir dessus. Bon, là, je vais vous montrer un exemple où j'ai un workspace qui est en PPU, Premium par utilisateur, dont la preview est sortie depuis 2 mois et on devrait avoir bientôt des infos sur les prix, etc. Je vous en dis pas plus. Donc là, j'ai un workspace qui tourne sur Power BI Premium, donc je peux utiliser le moteur Power Query Dataflow amélioré. Donc j'ai rien à faire, enfin j'ai juste à cliquer sur un bouton hein, pour avoir cette version améliorée. Alors je vais vous montrer un exemple qui est assez frappant, que j'ai testé récemment. Donc là, j'avais une base SQL Server, j'ai un Dataflow Power BI qui tourne sur le workspace Premium. Ce Dataflow, il est connecté à une table qui fait 300 millions de lignes. J'ai connecté un dataset Power BI en mode import sur le Dataflow. D'accord? Donc, depuis Power BI Desktop, je me suis connecté en mode import sur le Dataflow Power BI qui contient 300 millions de lignes. Et j'ai voulu faire des tests. Est-ce que l'incrémental refresh fonctionne? Est-ce que on peut gérer de la grosse volumétrie avec un Dataflow? Alors, j'ai été un des premiers hein, à être un détracteur des Dataflow. J'ai jamais été fan de ce truc-là pour plusieurs raisons. Mais alors là, j'ai été bluffé. C'est quelque chose qui est sorti récemment, mais qui n'est pas encore très documenté. Et Microsoft n'a pas vraiment encore communiqué publiquement dessus. Mais en fait, j'ai réussi à faire un truc qui est assez extraordinaire. Je vais vous montrer mon Dataflow Power BI, mon dataset Power BI. Regardez ça. Je vais aller dans les actualisations. Donc, mon premier refresh sur le Dataflow, il a mis 3h15. Bon, c'est normal, j'avais 320 millions de lignes à charger. Mais regardez les refreshs suivants. Tiens. Les refreshs suivants prennent 4 minutes. 10 minutes, 4 minutes. Et donc là, j'ai été assez bluffé. Ça voudrait dire que le Dataflow commence enfin à être sérieux et à être un peu comme une vraie base de données, dans le sens où Power BI
va être capable de lui envoyer des requêtes, faire du query folding et, et du coup, on va pouvoir utiliser potentiellement les data flows dans des architectures BI où il y a de la vraie grosse volumétrie, puisque Power BI a cette capacité maintenant, vraisemblablement, le dataset Power BI a cette capacité à rafraîchir les 300 millions de lignes du data flow. Alors pour ceux qui ne me croient pas, je vais juste terminer là-dessus. Là, j'ai un Power BI qui est connecté en live hein, à mon dataset Power BI qui s'appelle Taxi Import Dataflow. Hein, donc ça, c'est mon dataset. J'ai une mesure qui compte le nombre de lignes qu'il y a dans la table. Hein. Je vous avais fait une démo là-dessus avec le Power BI l'an dernier où je montrais comment utiliser les agrégations et lutter contre cette idée reçue qui consiste à croire que Power BI n'est pas un outil qui permet de gérer de la grosse volumétrie. C'est complètement faux. On peut gérer des centaines de millions, voire des milliards de lignes avec Power BI sans aucun problème. Donc là, je glisse et hop, tout de suite mon résultat en instantané. 316 millions de lignes en instantané que je peux ventiler, filtrer à toutes les mailles. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça. Je ne vais pas forcément vous montrer, il faudrait faire une session entière hein, sur montrer toute l'architecture, le développement, etc. Mais voilà, c'est notre devoir au Club Power BI de vous informer de petites choses comme ça aussi de temps en temps. Les data flows, à mon sens, commencent enfin maintenant à être sérieux. Euh, on peut sérieusement les considérer dans une vraie architecture BI où il y a de la volumétrie. Voilà. Jean-Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses. Je t'en avais pas parlé de ce truc-là, donc tu l'as peut-être découvert en live en même temps que les Non, non, participants. Je ne sais pas si tu savais que... si, j'avais suivi le thread sur le sujet, mais en fait, ça avait été annoncé par Matthew Roche, et la seule trace qu'il y avait, c'était sur son blog, comme quoi Microsoft travaillait à un Enhance Engine. Pour le coup, j'ai mis le lien dans le chat, et donc la phrase, on la voit bien, enfin, ça a été publié. Donc, pour faire ça, et c'est marqué que c'est un SQL-based cache. Donc, on est bien d'accord qu'en fait, les data flows, on vous dit que c'est du CSV, enfin que c'est du CSV ou du parquet, que c'est du fichier dans un data lake. Mais en fait, quand on a ce moteur de calcul amélioré, donc Enhanced Compute Engine, ben derrière, en fait, c'est comme si on avait une base de données. Voilà. Donc, pensez bien, Dataflow, c'est sorti il y a 2 ans et demi. Donc ça reste récent, mais on voit, pareil, c'est le même sujet que tout à l'heure sur Dax.do, où on a des choses qui tournent directement sur un navigateur Internet. Vous voyez quand même un petit peu, encore un exemple d'amélioration, de nouveautés qui sortent directement sur des outils, on va dire, SaaS, cloud, web, et pas sur un desktop. Donc voilà, bah, j'ai terminé pour les nouveautés. Ah, j'en ai une, moi. Vas-y Jean-Pierre, je te laisse la main. Je l'ai dans le chat, mais c'est pas grave, je la mettrai tout à l'heure. Ah bah tu as coupé le partage, mais c'est pas grave, tu faut rester sur le slide que j'avais. Par contre, il y a une question intéressante, j'aimerais bien répondre Jean-Pierre le temps que tu partages. Il y a une question de Dimitri qui nous dit combien de gigas de RAM la machine pour décompresser le dataset de 320 millions de lignes dans le desktop? Alors, en fait, si vous utilisez les paramètres Power Query astucieusement, vous n'aurez jamais besoin de charger toutes les données dans votre desktop, en fait. Je dis souvent, vous pouvez analyser 1 milliard de lignes dans Power BI avec un PC qui a 4 gigas de RAM. Voilà. Juste en utilisant astucieusement les paramètres, le query folding et le service Power BI. J'en dis pas plus, on vous fera une session là-dessus si ça vous intéresse. Oui, exact. En fait, il faut distinguer quand même la prod et si vous êtes analyste, l'idée c'est pas de tout charger dans Power BI Desktop et de faire son analyse dans Power BI Desktop. Il y a le service qui permet de faire ça, donc on développe dans Power BI Desktop. Avec les paramètres dont parle Tristan, on passe en prod. Si je reprends des analogies ou un vocable d'informaticien, on passe en prod. Là, on charge tout. Et d'ailleurs, Tristan, tu disais 3 heures hein, le premier chargement. J'ai vu d'autres cas chez d'autres clients où en effet, quand il doit tout charger, il prend plusieurs heures. Donc, c'est pour ça qu'on utilise pas le partitionnement, l'incremental refresh. Voilà, et quand on est en prod, c'est là où je vais me connecter au dataset et là, je fais mon analyse. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir les 300 000 lignes sur votre poste. Hein. C'est justement une méprise.
Voilà, donc je ne fais que abonder sur ce que dit Tristan. Alors moi, déjà, est-ce que ça a répondu à la question, Dimitri? N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un petit pouce de l'autre côté si la réponse n'était pas satisfaisante. Allez, j'avance un petit peu. On avait une dernière news à vous présenter. Donc sur le service, il n'y a pas grand-chose, pareil, un petit peu comme sur le desktop. Mais néanmoins, encore une fois, tout chaud, je crois que le blog post, il est arrivé ce matin ou dans la nuit, pour le coup. Il y a une petite annonce sur la sécurité. Alors, globalement, je ne l'ai plus à côté, il y avait un petit nom en fait interne qui avait été dans les roadmaps qui suivaient. Mais là, ça y est, c'est sorti. Donc, vous avez un article de blog qui détaille tout. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ces éléments de sécurité? Donc, vous connaissez tous la RLS et les éléments de sécurité. D'ailleurs, je vous renvoie vers un meet-up qu'on a fait sur le sujet. Là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin. Donc là, c'est plutôt quand votre RSSI ou votre service IT veut monter d'un cran sur la sécurité parce qu'il n'a pas confiance à plein de choses, pour souvent de bonnes raisons. Mais donc l'idée, c'est de leur offrir des solutions. Alors, il y a des choses qui avaient été annoncées, il y avait le Bring Your Own Key, parce qu'évidemment, vous doutez bien que dans Power BI, il y a plein de choses qui sont chiffrées sur le stockage à l'intérieur du service Power BI. Et là, le problème, c'est que quand on fait ça, en fait, la clé, c'est Microsoft qui l'a. Donc, ils ont le tableau des clés. Ça ne veut pas dire qu'il y a Satya Nadella qui, le matin, vient ouvrir vos datasets pour vérifier ce qu'il y a dedans, etc. Ce n'est pas du tout ça. Mais mine de rien, ils sont entre guillemets propriétaires de la clé. On a la possibilité d'amener une clé externe, donc ça s'appelle le Bring Your Own Key, donc une clé externe qui est gérée par votre informatique, qui est sécurisée par vous, et donc même si quelqu'un, entre guillemets, volait le data center de Microsoft, le seul moyen, ce serait d'avoir votre clé. Donc ça, c'est quelque chose qui existait. Autre chose qui existait, c'était la possibilité de taguer les données, les datasets. On en a déjà parlé. D'ailleurs, j'avais promis que je referai une démo. Je ne la ferai pas aujourd'hui, mais je me la renote sur ce qu'on appelle les sensitivity labels. Donc, on est capable de taguer un dataset ou des rapports en mettant restricted, highly confidential. Alors, je l'ai dit en anglais parce que les démos sont comme ça, mais hautement confidentiel. RGPD, par exemple, si vous voulez taguer un dataset comme étant RGPD. Donc, il y a des tags. Et ça, dans Office 365, il y a des admins qui peuvent, donc souvent c'est le Data Protection Officer qui a accès à cette console, en gros, monitorer un petit peu le contenu qui est tagué, qui est tagué avec ces labels. Donc c'est un moyen aussi de classifier l'information. Mais ça, c'est des choses qui existaient déjà, qui sont pas toutes passées en GA, mais pour certaines sont passées en GA. Ce qui est arrivé ici, c'est surtout des fonctionnalités au niveau réseau. Et on le voit ici avec ce petit visuel. Le premier point, c'est ce qu'on appelle le Azure Private Link, qui permet, parce que finalement, vous dites, mon Power BI, il a besoin d'accéder à mes données. Donc ça, c'est sécurisé, il y a une gateway. Donc c'est en effet chiffré, mais mine de rien, ça passe pas par un réseau privé, ça passe par ce qu'on appelle Internet. Alors, ok, ça ne veut pas dire que n'importe qui est capable de voir ces connexions, mais ça ouvre une surface d'exposition pour, par exemple, ce qu'on appelle les attaques man in the middle ou des gens qui feraient du sniffing réseau sur ça. Là, l'idée Azure Private Link, c'est simple, vous avez vraiment un VPN qui est entre les endpoints Azure et votre gateway. Donc, ce qui permet de vraiment sécuriser, d'avoir rien qui sort sur des réseaux accessibles potentiellement par des hackers. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire que tout est en clair. Tout est bien chiffré par la gateway. Autre élément qu'on a, c'est le private endpoint, c'est-à-dire que vous pouvez très bien dire que vous ne voulez accéder aux données Power BI uniquement depuis des réseaux que vous contrôlez. Alors, le truc, c'est que ça ne marche pas pour app.powerbi.com, qui là est sur un DNS public et sur un endpoint public. Mais par contre, pour tout ce qui est embedding ou tout ce qui passe par les API, donc si vraiment vous voulez, et donc notamment aussi les API XMLA, finalement vous pouvez les sécuriser et faire tout passer par un point d'accès réseau que vous contrôlez et que vous pouvez sécuriser et dire je n'autorise que les IP de mes bureaux qui se trouvent, j'en sais rien moi, à Bordeaux ou à Clermont-Ferrand, qui accèdent uniquement à Power BI. Donc c'est un autre point qu'on peut faire, ce qui s'appelle le Private Endpoint pour le coup. Et le dernier qu'on ne voit pas ici, si on le voit ici avec Customer VNet, il nous restait un dernier point à régler, c'est Azure. Quand vous avez des ressources dans Azure ou dans le cloud, vous avez moyen de les sécuriser. Donc pour ça, on fait du réseau dans Azure. Notamment, il y a ce mot magique que les pros du réseau connaissent bien, c'est les VNet. Donc en gros, vous mettez dans
une espèce d'enclave sécurisée, vous mettez vos ressources. Donc souvent, on met sa base de données derrière un VNet, on ne l'expose pas comme ça à d'autres ressources, on met des cloisonnements pour protéger ses ressources. Le problème, c'est que quand on avait fait ça, on était obligé de mettre une VM avec une gateway, parce qu'en fait, c'était considéré comme si c'était du on-premise. Donc, on avait besoin d'avoir ce composant, alors qui marche plutôt bien, mais mine de rien, qui est quand même un goulot d'étranglement qu'il faut maintenir, qu'il faut mettre à jour, etc., etc. Ben là, finalement, les VNet arrivent, alors je crois qu'ils arrivent à la fin du mois de février, si j'ai bien lu l'article, ils ne sont pas encore disponibles aujourd'hui, mais l'idée, ça va être de pouvoir dire que finalement, votre tenant Power BI va pouvoir discuter dans votre VNet avec votre base Azure SQL, et donc ainsi, vous gardez votre base de données SQL sécurisée, et elle est sécurisée, mais aussi pour Power BI. Donc voilà, donc je vous renvoie vers l'article. Il y a tous ces éléments de sécurité. Je trouve ça super bien. En plus, c'est carrément Haroun, donc l'un des top managers qui gère Power BI, qui a fait l'article. Donc en effet, on a des explications. On fera des démos, on rentrera peut-être dans le détail dans différents meet-ups. Je laisserai d'ailleurs mes collègues des autres villes, quand ils présenteront les nouveautés, de pourquoi pas faire une démo de là-dessus. Voilà, moi je vous donne juste les éléments qui arrivent et juste de savoir que Power BI devient de plus en plus sécurisé sur des petits points de détail qui, peut-être pour la plupart d'entre vous, n'ont pas de signification, mais quand vous discutez avec un RSSI un petit peu tatillon sur les règles de sécurité, en fait, c'est des questions qui se posent et auxquelles il faut répondre. Donc maintenant, Power BI y répond. Par contre, Voilà, voilà. Jean-Pierre, tu n'es toujours pas passé en 2021, en fait, toi. Eh bien, ça s'appelle le bon vieux copier-coller. Le bon vieux copier-coller. Merci, Tristan. Non, mais c'était très intéressant, super. Bon, bah, du coup, alors, il y a une question, est-ce que le private endpoint permet tout de même un workspace public ou est-ce du tout ou rien? Ouais, alors le Private Endpoint, il est pour les API en fait. Donc j'ai pas regardé dans le détail. Je pense que quand on l'active, c'est pour les API, c'est pas pour Power BI. Donc après, il suffit de pas mettre de workspace. Ouais, mais non, c'est parce qu'en fait, si on va, très bonne question, parce que c'est vrai que si je vais sur le portail, je vois les workspaces même s'ils sont accessibles via les API. Donc je ne sais pas, Xavier, je ne sais pas du tout. Je vais relire l'article et si d'ici la fin de ce meet-up j'ai la réponse, je la mettrai dans le chat. Sinon, je laisserai soit nous quand on reviendra au mois de mars, ou sinon nos confrères éventuellement creuser ce point et savoir y répondre. En tout cas, très bonne question, parce qu'en effet, quand on y réfléchit, qu'est-ce qui se passe quand je l'active? Est-ce que ça coupe d'un côté ou pas? Good. Eh bien, je pense qu'on peut passer à notre invité guest star qui va nous parler de DataVis. Salut, Allez, salut. Mathieu, c'est à toi. Allez, Yes. on te laisse partager. Hein, Ouais. placer. J'active la caméra et je vais partager mon écran. Vous m'entendez bien tous? Oui, très bien. On t'entend tous très bien, oui. Parfait. Ok, c'est parti. Je vais me présenter déjà. Donc Mathieu Mamed, consultant Power BI. J'ai eu la chance de travailler avec Tristan et Jean-Pierre chez Azeo à mes débuts. Et c'est d'ailleurs Tristan et Jean-Pierre qui m'ont formé en grande partie lorsque j'ai débuté sur Power BI. Et donc aujourd'hui, je travaille toujours sur des projets Power BI. Et à côté, j'accompagne aussi mes clients sur d'autres outils. Enfin, plus généralement, au final, j'interviens aussi sur les parties Azure, un petit peu sur de la data science aussi. Ça m'arrive. De toute façon, alors, quoi de mieux pour me présenter qu'un CV réalisé sur Power BI? Je vais vous montrer ça. Donc, en fait, si je tape CV Power BI sur Google, par là, ouais, voilà, c'est le CV bleu. En fait, il y a un CV que j'ai réalisé sur Power BI qui est dispo au niveau de la Data Stories Gallery de Microsoft. Donc, n'hésitez pas à vous balader dessus et ça montre déjà en partie mes expériences, déjà évidemment, mais aussi ça permet de voir déjà pas mal de petites choses qui sont réalisables sur Power BI au niveau des interactions, au niveau du rapport, pour voir justement les différentes expériences. Et donc, sachez qu'un CV sur Power BI, c'est complètement réalisable et au contraire, ça rend assez sympathique
au niveau de l'interactivité. Hop. Donc aujourd'hui, je vais vous parler principalement de data visualisation. Je dis principalement parce qu'il y aura aussi un peu de DAX. Et bien sûr, il y aura aussi un petit peu de modélisation, un petit peu d'analyse. Donc, si on parle de niveau Power BI, je dirais que pour être confortable pour cette session, il faudrait quand même avoir déjà un petit peu d'expérience sur Power BI et avoir déjà touché un petit peu au DAX, avoir commencé à faire des visualisations, des rapports. Mais si c'est votre premier club Power BI et que vous n'avez jamais forcément travaillé sur Power BI, sachez que cette session sera quand même un peu à votre portée, parce qu'il y aura aussi pas mal de choses qui sont purement visuelles et qui font juste appel à du bon sens aussi. Donc, la data visualisation, aujourd'hui, je considère que c'est quand même un sujet hyper stratégique, en fait, au niveau de la partie Power BI, au niveau du reporting, que ce soit en entreprise ou même dans le domaine public. Tout d'abord, car c'est la première interface entre les utilisateurs et les développeurs. Okay, aujourd'hui, on a des créateurs de rapports Power BI qui vont développer, comme Tristan et Jean-Pierre l'ont bien expliqué. On a des utilisateurs en face qui vont être amenés à faire des analyses en utilisant les rapports Power BI. Et au final, ces utilisateurs, dans un premier temps, ils n'ont pas forcément accès aux modèles de données, ils n'ont pas forcément accès aux données sous-jacentes. Et donc, leur première impression de Power BI, de l'outil et de la BI en général, ça va se faire à travers les rapports. D'où l'importance, en fait, d'avoir une data visualisation soignée et percutante, et de soigner aussi l'expérience utilisateur. Au final, car c'est vraiment cette data visualisation qui va permettre aux utilisateurs d'adhérer rapidement à la solution, donc à Power BI, qui va leur permettre de comprendre rapidement les données sous-jacentes, et donc de prendre en main les solutions et de monter rapidement en compétences. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop. Par contre, comme je suis sur Teams sur mon navigateur. On t'informera, c'est ça, Mathieu. Tristan, Voilà. n'hésite pas. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat et puis on répondra à certaines à l'écrit, Jean-Pierre et moi. Et les plus importantes, on te les donnera à l'oral, Mathieu, si tu veux. Pas de souci, merci. Ok. Et donc, quand on parle de visualisation, on se pose souvent la question comment réussir sa data visualisation, comment au final arriver à, comme on l'a dit précédemment, à viser ces points. Et au final, ça va souvent se décomposer en deux parties. Alors là, ce graphe est en anglais, je vais préciser un petit peu plus. UX, c'est l'expérience utilisateur. Okay, donc quand on parle d'expérience utilisateur, en tant que développeur ici, ce qui va être important, c'est de se mettre dans la peau de l'utilisateur, donc la personne qui va utiliser le rapport Power BI qu'on va développer. Et en fait, c'est de se demander, OK, en tant qu'utilisateur, sur quoi je vais vouloir cliquer, qu'est-ce que je vais vouloir voir, quelles sont les interactions que je vais chercher à avoir dans le rapport, quelle analyse je vais vouloir faire, et essayer d'y répondre au mieux possible. Okay. Pour tout ce qui est UI ici, en fait, UI, ça fait référence à l'interface utilisateur. On va être beaucoup plus sur l'aspect visuel. Donc, quelque part, comment rendre agréable l'expérience de l'utilisateur visuellement parlant, donc en lui permettant de comprendre rapidement où sont les chiffres clés, en mettant des couleurs qui rendent sa navigation et son expérience agréable, okay, en définissant une charte graphique, et donc quelque part en l'orientant dans son utilisation de l'outil. Donc, on a ces deux grandes catégories. Okay. Donc, ces deux catégories qui sont assez vastes, comme vous le voyez. Au final, la data visualisation, c'est beaucoup de petits points qui, au final, sont à chaque fois à prendre en compte pour créer une solution qui serait éventuellement parfaite. Donc, aujourd'hui, je n'aurai pas forcément le temps d'aborder chacun de ces points. Mais aujourd'hui, en fait, je vais insister sur les éléments clés, au final, de la data visualisation, qui sont tout simplement les visualisations de données. Okay. Donc, en fait, dans la data visualisation, il y a bien sûr tout plein de parties qui vont concerner les couleurs, le design. Ah,
Il y a un micro qui s'est activé, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, il y a plein de... Il y a plein de... Voilà, il y a plein de... Ah, quelqu'un a coupé le micro de tout le monde et du coup, Mathieu, il faut juste que tu te remettes en mode... Ouais. faut que tu réactives ton micro. Donc ne touchez pas à ce bouton. Ouais. On s'en occupe. On fait la chasse au micro ouvert. C'est bon. Hop. Ok, j'en étais où? Ça s'était arrêté où, Tristan? Vas-y, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Juste 20 secondes. Hein. C'était pas Ah, beaucoup ok. plus. Ouais. Ouais, donc je disais qu'au final, si on arrive déjà à soigner nos visualisations de données, donc vraiment nos graphes et nos visuels, donc les indicateurs, les courbes, les histogrammes, etc., on va dire 90% du travail est fait, dans le sens où derrière, il va juste falloir ajouter des petites icônes, peut-être soigner un petit peu la présentation, le fond, la charte graphique, etc., pour arriver à un résultat plaisant. Mais on est d'accord qu'à la base, on est quand même sur la visualisation de données, ça reste quand même le cœur du sujet. OK. Et donc, déjà me vient une première question. Qu'est-ce qui va définir une visualisation de données qui est réussie d'une visualisation de données, on va dire, moins réussie? Au final, pour tourner la question autrement, quels sont les points clés sur lesquels il va falloir insister lorsqu'on crée une visualisation de données pour essayer, encore une fois, d'optimiser tous ces points qu'on a vus ici, c'est-à-dire l'expérience utilisateur et l'interface aussi, et la visualisation de données tout simplement. Donc, pour répondre à ces questions, je vais partir d'abord d'un besoin. OK. Alors, juste pour toutes les démos, alors bien sûr, parce qu'on va très rapidement passer sur Power BI. Et donc, sur Power BI, je vais travailler sur un petit jeu de données. Alors là, vous n'allez pas forcément y voir grand-chose, donc je vais aller directement dans Power BI pour vous le montrer. Hop. OK. Donc, ça, c'est le jeu de données qu'on va utiliser aujourd'hui dans le cadre de notre démo. C'est un jeu de données assez simple, en fait, qui reprend des ventes d'une entreprise. Ici, on a la date de la vente, les régions, les agences, les activités. OK. Et on a ici tous les montants qui nous intéressent. OK. Donc, les ventes, les coûts et les marges. OK. Et donc, toutes les démos que je vais faire aujourd'hui, ça se base vraiment sur ce jeu de données qui est assez classique au final. Et donc, on a les données ici qui sont dans une seule table, au final, pour simplifier un petit peu la démonstration. Hop, pardon. Hop. Alors, je reviens rapidement. Il va falloir que j'ouvre aussi ça. Voilà. OK. Donc, à partir de ce jeu de données, on va partir d'une question, OK, une question. Donc, on imagine qu'on a récupéré le besoin avec les utilisateurs, OK, on souhaite faire une analyse du chiffre d'affaires. Et une des questions qui ressort lorsqu'on fait cette expression de besoin, c'est: mon chiffre d'affaires a-t-il augmenté ou baissé entre 2018 et 2019? OK. Donc, à partir de cette question, l'idée, c'est de réaliser une visualisation. Souvent, on est confronté à ça, hein, on a des questions, on a des besoins qui sont exprimés par les utilisateurs, ce qu'on appelle des user stories. Et nous, c'est notre rôle, quelque part, en tant que développeur Power BI, d'y répondre à travers une visualisation. Et on est d'accord que lorsqu'on cherche à répondre à cette question via une visualisation, on a plein de choix possibles. Je veux dire, il y a plein de façons possibles et imaginables de visualiser éventuellement une réponse à cette question. Donc, on va essayer d'y répondre déjà avec le premier réflexe qu'on pourrait avoir. Alors, si je reviens rapidement sur le jeu de données, OK, donc ça, c'est le jeu de données initial. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, j'ai un petit modèle ensuite que j'ai construit à partir de ce jeu de données. Alors, je dis modèle, c'est un grand mot, hein. Il s'agit juste en fait d'une répartition des informations pour avoir d'un côté les axes d'analyse qui vont m'intéresser,
donc l'activité, l'agence, le pays, la région et les dates des ventes. Et ici, les indicateurs, donc les données chiffrées que j'ai mis sous forme de mesures ici, donc à travers des petites formules en DAX. C'est des formules assez simples, hein, des sommes, des divisions, un petit peu de calculate same period last year, que les connaisseurs de DAX connaîtront assez bien, je suppose. Pas forcément fait dans les bonnes pratiques, hein, d'ailleurs, je le précise. Mais bon, voilà. Globalement, ici, on a nos indicateurs et nos axes d'analyse. Et donc, pour essayer de répondre à cette question, le premier réflexe, évidemment, ça va être tout simplement de prendre mon indicateur de vente, okay, donc les sales, le chiffre d'affaires, et de sélectionner les années, par exemple, ici. OK. Et donc là, quelque part, je réponds déjà à cette question dans le sens où j'ai créé ici une visualisation qui me permet de voir ici le chiffre d'affaires en 2018, le chiffre d'affaires en 2019, et comme ma barre de droite est plus grande que la barre de gauche, on en conclut que le chiffre d'affaires a augmenté entre 2018 et 2019. OK ? Donc maintenant, je vais vous poser la question, et n'hésitez pas à donc répondre directement dans le Teams. J'ai vu qu'il y avait une question aussi. Est-ce qu'il faut passer par la version payante de Power BI pour faire un CV dessus? Non. Ouais, Tristan, tu avais répondu, c'est bon. Ouais, on peut publier le rapport sur une version publique. Ouais, c'est ça, en utilisant le bouton Publish to Web. Et ça suffit pour le faire. Ouais, alors petite question dans Teams, répondez directement dans le chat. Est-ce que selon vous, ici, on est sur une data visualisation réussie par rapport à la question qu'on a posée? Mon chiffre d'affaires a-t-il augmenté ou baissé entre 2018 et 2019? Est-on ici sur une visualisation percutante? Et selon vous, si ce n'est pas le cas, comment cette visualisation pourrait être améliorée? Donc non, c'est moche, voilà, très bien. C'est cash. OK. Non, ça peut être plus joli, effectivement. OK. KPI card, yes. Bon, il y en a qui donnent les réponses avant même que je commence à bosser. OK, il faut montrer la tendance, augmentation, voilà. Pour le moment, non, il manque les dates précises, OK. Alors, il y a des images. OK, ajouter la version, afficher l'additionnel. OK. Donc effectivement, il y a pas mal de choses qui sont remontées. OK. Donc en fait, si vous voulez, il y a pas mal d'éléments ici qui peuvent être rapidement problématiques. Déjà, si on se met vraiment dans l'expérience utilisateur, quand l'utilisateur il va regarder ce visuel, OK, on est d'accord qu'au niveau de la démarche ici, déjà, il va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, ce qui n'est pas forcément clair dès le départ. Donc, il va voir qu'il y a 2 bâtons, il va regarder à quoi ça correspond, il va voir que c'est une année, d'accord. Ensuite, il va regarder les montants et donc au final, le temps de prise de décision est assez important. On est d'accord que sur une visualisation comme ça, c'est assez simple de le remarquer, mais au final, c'est assez important d'avoir ce genre de démarche lorsqu'on va avoir des rapports assez complexes avec pas mal de visualisations dessus. Au final, si on ne fait pas attention au niveau de chaque visuel, on se retrouve avec des rapports qui vont pas du tout être percutants. OK, et donc effectivement, il y a pas mal de remarques qui sont sorties et qui sont vraies. Donc, si on essaye en fait de reprendre un petit peu les points que vous avez notés et d'en sortir quelques axes qui permettent très rapidement d'améliorer une visualisation de données. OK, donc comment réussir une visualisation de données? Si vous voulez, moi, il y a 4 points que je vais essayer à chaque fois de vérifier, en fait, lorsque je vais créer la visualisation. Déjà, est-ce que ça répond à une question? Bon, a priori, là, on n'est pas trop mal, ça répond à une question, même si ça ne le fait pas de la meilleure façon possible. Donc, et c'est là qu'on va sur le deuxième point, est-ce que ça met en évidence la réponse? Là, je trouve que ça ne met pas en évidence la réponse, on pourrait améliorer pas mal de choses. La lisibilité, et le côté épuré de la visualisation. Alors ça, c'est hyper important. Ici, si vous voulez, il y a plein d'informations qui sont en trop. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, par exemple, l'axe, en fait, il ne sert à rien. Okay, ce serait beaucoup mieux ici de préciser les montants directement
au niveau des visuels. Ici, c'est pareil, on n'a pas besoin de préciser que ce sont les années, parce qu'on sait que 2018 et 2019, ce sont des années a priori. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au final, il y a pas mal déjà de petits détails qu'on peut améliorer très rapidement pour rendre déjà la visualisation plus épurée. OK. Et ça, c'est un bon réflexe à prendre, si vous voulez, pour chaque visualisation, à chaque fois, de garder vraiment que l'information essentielle. OK. Déjà là, on atteint quelque chose qui est un peu plus épuré, un peu plus parlant, où on a directement les montants qui nous intéressent, mais effectivement, on va aller plus loin. On va essayer maintenant de rendre cette visualisation attractive et de mettre en évidence la réponse, parce qu'au final, ce qu'on cherche, c'est de savoir est-ce qu'il y a une augmentation ou pas. Et donc pour ça, effectivement, il y a des personnes qui l'ont mis dans le chat. L'indicateur de performance clé, il est plutôt pas mal, car il nous permet ici d'afficher directement la valeur. Alors, on peut aussi préciser la valeur de l'année précédente. Donc ça, je vous renverrai vers d'autres vidéos. Je suppose que Tristan a déjà abordé ce thème dans les précédents clubs Power BI, et sinon, il va le réaborder très prochainement lorsqu'il va y avoir la session sur les calculs temporels. Donc ici, vous calculez une mesure qui permet de voir la valeur l'année précédente, et on a directement ici, en fait, ce visuel d'indicateur clé. Et donc, ce qui change par rapport au précédent, effectivement, c'est déjà de base la couleur qui indique de suite est-ce qu'on est sur une croissance ou une décroissance. OK, donc là, on a directement l'information. Ensuite, on a les données chiffrées directement, et puis on a le pourcentage de variation. OK, donc on a quelque chose de beaucoup plus complet. OK, ici, je peux modifier aussi l'étiquette pour préciser que c'est l'année précédente. OK. OK, donc ça donne ça. OK, et comment améliorer encore un petit peu cette étiquette? Donc, moi, je pense que là, on est pas mal. Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose, selon vous, qui pourrait être amélioré pour rendre cette étiquette encore un peu plus explicite? Et là, encore une fois, je vous laisse rapidement. Ouais, ce sont les mesures qui doivent être explicites. Hop. Est-ce qu'il y a un petit truc qu'on aurait pu améliorer encore dans ce visuel pour rendre l'information Yes, exactement. Merci Christophe. Parfait. Ah bah voilà, tout le monde s'y met. Un titre dynamique en DAX, effectivement. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire également. Donc de faire un titre dynamique en DAX. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les principales mesures qui permettent de référencer les différentes valeurs sélectionnées par l'utilisateur en DAX. Okay. Donc, on va les passer rapidement en revue. Okay. Donc ici, je crée une nouvelle mesure, donc ce qui me permet de rentrer ici du code en DAX. Je vais l'appeler titre dynamique, par exemple. Okay. Donc, déjà, voyons voir les différentes mesures, enfin les différentes fonctions qu'il existe. Donc, en fait, on peut récupérer les sélections de l'utilisateur à travers en fait des mesures en DAX. Okay, donc là, si je le fais par exemple pour l'année, okay, je l'affiche rapidement pour vous montrer ce que ça donne. Donc si je récupère selected value de l'année, okay, par défaut en fait cette valeur elle est vide. Pourquoi? Parce que la fonction selected value elle affiche une information uniquement s'il y a une seule valeur sélectionnée. Ok. Donc, juste pour vous montrer rapidement, ici, si je sélectionne une seule année, en fait, la fonction select value va afficher 2019 et 2018. OK? Donc, c'est une mesure qui sert pas mal hein, pour afficher justement des valeurs qui ont été sélectionnées par les utilisateurs et pour les référencer dans des mesures DAX. On a d'autres fonctions comme ça qui peuvent être utiles. Justement, quand on ne veut pas se limiter à une seule valeur, on a la fonction values, en fait, qui permet également de récupérer toutes les valeurs qui sont
sélectionnés ou en tout cas qui interviennent dans les visualisations. Et une autre fonction qui va être assez pratique en fait pour pouvoir jouer avec ces fameuses valeurs qui ont été sélectionnées, c'est la fonction concatenate. Okay. Donc, en utilisant la fonction concatenate, en fait, je vais pouvoir, en fait, assez rapidement récupérer en fait toutes les valeurs d'années qui sont présentes et les délimiter par exemple par un tiret, ok, pour pouvoir afficher toutes les valeurs qui sont sélectionnées par l'utilisateur potentiellement. Donc ici, si je sélectionne 2018, ça m'affiche bien 2018, 2019 aussi, et si je sélectionne les deux, ça me met juste un petit tiret entre les deux. Okay, donc ça, c'est assez sympa aussi pour montrer. Donc ici, je n'ai pas forcément besoin de ces fonctions. Hein. Je peux tout simplement, par exemple, récupérer la valeur max de l'utilisateur. Enfin, en fait, il y a pas mal d'astuces pour le faire. Hein. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement récupérer la valeur max sélectionnée par l'utilisateur. Okay. Donc, je vais juste récupérer le max de année, pardon. Hop. Et en fait, je vais faire un petit titre dynamique. Donc, ici, var, dans DAX, ça me permet de créer une variable temporaire qui ne va être utilisée que dans cette mesure. Okay. Donc, ici, je crée une petite variable temporaire année où je récupère la valeur max année présente dans mon rapport. Okay. Et je renvoie, en fait, une chaîne de caractères qui va être, par exemple, voilà, sales, donc la valeur année. Sales année, pardon, versus, je le fais et puis je vous expliquerai rapidement, versus année -1, simplement. Okay. Donc ici, j'ai créé en fait donc ce titre dynamique. Donc je crée une variable temporaire qui récupère le max année sélectionné par mon utilisateur et je renvoie une chaîne de caractères qui va me concaténer donc sales, la valeur de l'année renseignée par mon utilisateur versus l'année précédente, donc année -1. Okay. Et donc en faisant ça, ici, au niveau de ce visuel, je vais pouvoir, dans le petit pinceau, définir un titre qui sera dynamique et qui sera basé donc sur la mesure titre dynamique que je viens de créer. OK. Voilà, donc c'est vraiment ici, dans la partie titre, texte du titre, j'appuie sur la petite fonction, je sélectionne la mesure, hop, et là j'ai bien cette mesure qui va s'afficher ici et qui va me permettre d'avoir visuellement les ventes de 2019 versus 2018. OK, donc ça c'est une visualisation de données. Et si on fait ce travail typiquement pour chaque visualisation de données, eh ben, on peut arriver justement à ce genre de résultat, dans le sens où ici, si vous voulez, cette réflexion a été faite au niveau de chaque visualisation de données, okay, pour les indicateurs clés, pour la répartition. Vous voyez, en fait, il y a quelque part aucune information qui est en trop, dans le sens où au niveau des axes, tout a été enlevé pour essayer d'épurer le plus possible l'information. Pour chaque visuel, la question s'est posée de qu'est-ce qu'on veut afficher pour essayer de répondre à une question. Donc ici, on voulait une répartition par région. Ici, on voulait une évolution. Ici, on voulait... Enfin voilà. Et quelque part, en se posant ces questions et en faisant attention à tous les petits détails au niveau de la visualisation, on arrive justement à construire ce genre de rapport qui va permettre à l'utilisateur de prendre en main rapidement la solution et qui va être aussi plaisant sur un plan purement data vis. Ok, donc
On a maintenant plein de petites visualisations qui sont sympathiques. On arrive à chaque fois à répondre à des questions, à faire des visualisations qui sont soignées et qui sont épurées. Donc maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller plus loin et en fait d'essayer de créer une visualisation clé. Alors, comment je définis les visualisations clés? Par rapport à ici, en fait, où quelque part la question est assez simple dans le sens où la réponse à la question en général, c'est souvent du oui/non, ou c'est souvent une donnée chiffrée. En fait, ça va être vraiment juste, il y aura une réponse possible. Pour moi, la création de visualisation clé va permettre en fait de répondre à une question stratégique. Donc à une question qui potentiellement pourrait nous donner plusieurs réponses, plusieurs potentielles réponses. Et le but de la visualisation clé, pour moi, ça va être vraiment à plusieurs niveaux en fait. Donc comme je l'ai dit, donc de répondre à une question qui est stratégique, de mettre en évidence les potentielles réponses en un coup d'œil. Donc toujours on reste sur le côté lisible, épuré, aucune information superflue. Mais surtout ici, c'est vraiment le côté attractif et dynamique dans le sens où on va essayer de donner de plus en plus la main à l'utilisateur pour que lui-même, il puisse aller plus loin dans son analyse. Donc la visualisation, au final, lui permet déjà d'avoir un aperçu de sa réponse, enfin des potentielles réponses à sa question stratégique, mais derrière, il va être aussi capable d'aller plus loin et d'approfondir son analyse en jouant au sein du même visuel. Et donc, on va voir déjà quelques exemples de questions justement stratégiques. Typiquement, si on revient encore une fois aux besoins, une des questions qui s'était posée, c'est comment se décompose cette variation de chiffre d'affaires. Donc ici, j'ai fait un petit visuel qui me permet d'afficher la variation de chiffre d'affaires entre 2019 et 2018. Et la question qui se pose derrière, forcément, c'est comment se décompose cette variation. Et là, en fait, ce sur quoi je veux insister aujourd'hui, c'est à chaque fois le verbe qui se trouve dans cette question. À chaque fois que vous avez une question stratégique, il y a forcément un verbe caché quelque part, en tout cas dépendant de comment on formule la question. Et en fait, dans ce verbe, souvent se cache la fameuse visualisation qui répondra à votre problématique. Ici, quand on demande comment se décompose cette variation de chiffre d'affaires, il y a cette notion de décomposition qu'on retrouve directement dans Power BI avec l'arbre de décomposition ici. Je ne sais pas si certains d'entre vous, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà utilisé, ce visuel, mais c'est un visuel justement hyper intéressant qui va nous permettre en fait de sélectionner directement un indicateur. Ici, par exemple, la variation de mon chiffre d'affaires, versus l'année précédente. Alors, pour que ça marche, il faut que je sélectionne une année. Et qui va me permettre en fait de décomposer ce chiffre d'affaires selon les champs, peu importe les champs que je sélectionne, les axes d'analyse que je sélectionne. Et derrière, donc, je vais pouvoir regarder comment se décompose la variation de chiffre d'affaires en fonction des différents éléments que je sélectionne. Alors, juste pour vous montrer rapidement ce que ça donne, en retravaillant légèrement le visuel, on arrive en fait à cette fameuse décomposition du chiffre d'affaires. Donc, comment se répartit cette variation? Voilà, on a, les 5 régions et on peut voir très rapidement quelle est la région qui a connu la plus forte hausse par rapport à celle qui a connu la moins forte. Pour chaque région, on va être capable ensuite de regarder les agences qui sont rattachées et les activités. Donc déjà, ce visuel est entièrement dynamique, ce qui permet en fait à chaque fois donc de faire varier en fonction des régions et des agences, et des activités. Mais en plus, derrière, je vais pouvoir jouer avec la disposition. Donc en fait, l'utilisateur qui va utiliser ce visuel va pouvoir choisir en fait à chaque fois les différents axes d'analyse et l'ordre dans lequel il voit ces axes d'analyse.
OK? Et donc là, on a vraiment une visualisation clé, pour moi, au sens où on répond à une question très large, OK? Et on donne quelque part la capacité à l'utilisateur de venir jouer avec, la visualisation, pour étendre quelque part son analyse, et faire aussi de la fouille de données en même temps. Est-ce qu'il y a des questions, déjà sur ce, tac, tac, tac. Il y a une question qui a été répondue avec une petite discussion sur tes calculs d'année, et je vois qu'il y en a une autre de Luc. Ce genre de choses est-il possible quand on n'a pas directement la main sur les champs possibles? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Ouais, si le champ est masqué, en fait, alors en général, si le champ est masqué, c'est qu'on le présente à l'utilisateur final. Enfin, je pense que la question est dans ce sens-là, mais c'est toujours accessible en DAX. Donc, en effet, si on ne voit pas le champ, on peut l'utiliser, mais il faut connaître la syntaxe exacte pour pouvoir créer ce type de mesure. Mais en général, quand on développe en DAX, on est plutôt du côté où on masque les colonnes. Donc normalement, on y a accès. Yes. J'ai une liste de champs, mais je ne peux pas les créer, nous dit Luc. Ah, quand on est utilisateur, finalement. Alors, là, on parle bien de développeur de rapport qui a justement le droit de créer des mesures par-dessus. Donc, on est forcément dans Power BI Desktop. Ouais, la question, Luc, c'est tac, tac, tac. Luc, est-ce que tu utilises Power BI Desktop ou est-ce que tu es sur le Power BI Service? Enfin, app.powerbi.com. Ouais, OK. Pour créer une mesure, alors, pour créer une mesure, tac, 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 c'est vraiment ici, hein, tout à droite, au niveau de la table, tu peux faire un clic ici sur les 3 petits points nouvelle mesure, ou sinon tout en haut dans l'accueil, il y a aussi le bouton ici nouvelle mesure, qui permet de créer des mesures en DAX. Ouais. Alors, Après, il y a plein voilà. de cas spécifiques, hein. Je pense qu'on continue. On va essayer de voir éventuellement si Luc peut donner des précisions. Ouais, OK, pas de souci. Faut apprendre le DAX. Donc effectivement, si on veut aller un peu plus loin dans Power BI, c'est préférable et conseillé de monter en compétence sur le DAX. Et bon, sachant que c'est pas très compliqué dans le sens où, au final, il n'y a pas énormément de fonctions qu'on va utiliser souvent. C'est souvent un peu les mêmes qui reviennent. Vous voyez là, si on fait un tour dans les mesures que j'ai créées, j'ai une somme ici. J'ai ensuite pour calculer la valeur précédente, à chaque fois j'utilise la fonction calculate et same period last year. Et puis les pourcentages, c'est juste des divisions, OK, entre des mesures qui sont déjà créées. Mais souvent ça s'arrête là en fait. Enfin, souvent. Si vous voulez, il y a quelques mesures d'agrégation, quelques mesures, quelques calculs temporels qui vont être utiles. Voilà. Mais pour tout ça, je vous laisse voir de toute façon sur le Club Power BI. Je pense qu'il y a pas mal de sessions sur le DAX qui pourront vous aider en tout cas à bien débuter sur le DAX. Et puis la documentation Microsoft et également celle de Marco Russo que Tristan a montré, le DAX Guide, qui sont sympas pour bien démarrer. Hop, on en était où? Ok, donc la taille composition. Ok, deuxième exemple, question stratégique. Numéro 2. Comment classifier mes agences selon mes objectifs de marge et de croissance? Ok, donc ça, c'est une question qui effectivement peut revenir souvent. Et là, si on se rappelle ce que j'ai dit à la question stratégique numéro 1, ce qui va être important ici, encore une fois, c'est le verbe. Classifier. Ok. À chaque fois, ce verbe me permet de faire le lien avec une visualisation. Okay, quand on pense à classifier, classification, clustering, en fait, toute forme de classification, en général, est représentée sur un nuage de points. Okay, ceux qui font de la data science le savent très bien. Ceux qui ont déjà vu des segmentations de clientèle le savent aussi. Okay, une classification, en général, va se représenter sur un nuage de points. Et encore une fois, ça tombe bien parce que le nuage de points, c'est vraiment une visualisation qui est disponible par défaut dans Power BI. OK, qui est assez simple à paramétrer, dans le sens où il suffit de mettre un indicateur en abscisse, un indicateur en ordonnée et de placer les points ensuite. Et donc, en utilisant ce visuel,
on arrive à avoir une classification, donc ici, des régions, Est, Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord. Et Tristan, du coup, ça tombe super bien que tu aies montré, justement le scatter plot des solutions BI, le Magic Quadrant, parce qu'au final, on va être capable de refaire exactement la même chose, mais selon les indicateurs que l'on souhaite dans Power BI. Okay, donc ici, si on revient à la question, les 2 indicateurs clés, c'était la marge dans un premier temps, okay, et la croissance. Et donc, marge, c'est vraiment margin, et croissance, c'est toujours notre indicateur de variation de chiffre d'affaires au final, en pourcentage. Et donc, en positionnant ces 2 indicateurs ici, donc là, on a notre variation par rapport à l'année précédente, donc la croissance, et ici, le pourcentage de marge. OK. Et en positionnant à chaque fois une droite pour les objectifs, eh ben, on arrive très vite à définir les régions, pardon, qui sont donc en haut à droite de mon scatterplot, donc qui respectent les 2 contraintes, les 2 objectifs, et celles qui vont respecter qu'une des 2 contraintes ou parfois aucune. OK. Et là, encore une fois, ce qui va être intéressant dans Power BI, c'est encore une fois cette capacité à analyser tout seul. Donc là, en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir rentrer par exemple dans la région sud-est et voir parmi mes agences de la région sud-est, la même chose, en fait, d'avoir cette répartition marge croissance et les agences du coup qui sont tout en haut à droite, qui respectent les 2 critères, qui sont en croissance et qui ont une très bonne marge, et à l'inverse, les agences qui sont en décroissance et qui ont une marge relativement faible. OK, et cette analyse, du coup, je vais pouvoir à chaque fois la faire pour toutes les régions qui sont disponibles. OK, donc vous voyez là, encore une fois, une visualisation clé qui nous permet de répondre à une question très large, mais qui au final va donner un peu cette capacité d'analyse à l'utilisateur. Et qui va lui permettre en un coup d'œil de voir toutes ces, au final, les classifications de ces différentes agences. Une autre, je ne sais pas si je voulais, non. Tac, j'ai pensé à quelque chose, mais j'ai oublié. Non, mais c'est pas grave. OK, donc on a vu la décomposition, la classification. Alors oui, je voulais dire aussi, là on est alors sur Power BI, par défaut, en tout cas, cette classification, elle ne peut se faire que sur 2 axes d'analyse, 2 mesures. OK, effectivement, si on revient à un sens plus data science, le clustering au sens data science se base sur beaucoup plus d'indicateurs. OK, et là, effectivement, ce serait peut-être intéressant d'aller un petit peu plus loin en utilisant du Python, du R, ce genre de choses pour faire un vrai clustering au sens statistique. Mais déjà ici, si on se base sur 2 critères, on peut déjà avoir une première classification purement métier qui va déjà nous montrer beaucoup de choses. Question stratégique numéro 3. Comment s'explique l'augmentation, la diminution de mon chiffre d'affaires? Alors, le comment s'explique, pour ceux qui connaissent un peu Power BI, normalement, ça doit faire tilt. Parce que ça, c'est une fonctionnalité qui est déjà plus ou moins prévue par Power BI. Mais elle est un petit peu cachée, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui la connaissent au final. Mais en fait, quand je me positionne sur un visuel temporel, comme par exemple celui-là, je vais pouvoir cliquer sur n'importe quel mois ou année, en fait, sur n'importe quelle période. Et lorsque je fais un clic droit, en fait, il va me proposer dans l'analyse d'expliquer la baisse. OK, donc ici, je regarde entre octobre et novembre, j'ai une baisse. OK, donc si je clique sur novembre, clic droit, analyser, je vais pouvoir cliquer expliquer la baisse. Et en fait, Power BI va me créer déjà des visualisations assez sympathiques
où il va mettre le montant d'octobre et le montant de novembre, et il va essayer de m'expliquer, là, ici, selon les activités, quelles sont les activités qui sont en baisse et les activités qui sont en hausse. OK? Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'il y a par défaut sur Power BI, qui est vachement sympathique, déjà pour le côté un peu waouh quand on fait de la démonstration, et puis pour l'analyse au quotidien. Le seul souci que j'ai souvent rencontré avec cette fonctionnalité, c'est qu'elle est souvent limitée, en fait. Dès qu'on commence à avoir beaucoup d'axes d'analyse, et dès qu'on commence à avoir, une grosse quantité de données, cette fonctionnalité souvent se met à moins bien fonctionner, voire à ne plus fonctionner du tout. OK? Donc, pour moi, c'était très important de pouvoir recréer, cette visualisation. Donc ça s'appelle un waterfall, un graphique en cascade, et c'est une visualisation donc qui est disponible sur Power BI et qu'on peut créer. Hop, on va le faire ici. Donc la visualisation, c'est, elle est où? Je la trouve plus. C'est celle-là. Vous voyez le graphique en cascade, pour ceux qui n'en ont jamais fait, et quand je sélectionne, donc je peux prendre ici, par exemple, mon chiffre d'affaires. Alors je vais limiter un petit peu mon périmètre, je vais sélectionner que 2 mois. Alors pour ça, je peux utiliser juste un petit filtre ici, où je vais prendre, année et mois. Hop. Voilà. Je vais enlever le filtre ici. Hop. OK. Donc j'ai créé un petit filtre avec, les années et les mois. Je sélectionne une petite plage, par exemple entre novembre et décembre. Voilà. Et ici, donc, je vais créer ce petit visuel. Alors, j'ai pris mon graphique en cascade. Je place, les sales, donc les ventes, au niveau des valeurs. Puis ensuite, donc la catégorie, c'est année-mois, hein. On reprend ici, la variation entre les 2 mois, et je vais donc récupérer l'activité, hop, au niveau de la répartition. Non, c'est l'inverse, je pense. Donc catégorie activité, répartition année. Non, pas du tout. Si, c'est ça? Non, c'est pas ça. Pardon. Alors effectivement, il est un peu embrouillant, mais on va y arriver. Ah oui, voilà. OK. Voilà, donc on a, donc là, j'ai juste recréé en fait le visuel qui nous est proposé par Power BI, hein, quand je fais, expliquer la hausse et la baisse. Donc vous voyez, on prend le graphique en cascade, on met, au niveau de la catégorie ici, ce pourquoi on veut analyser en fait, la différence, l'axe, qui va nous permettre d'analyser la différence. Ici, c'est l'année-mois, et on met ici la répartition, donc ici les activités. OK, donc au final, ce que j'ai ici, et encore une fois, donc je vais faire les petites bonnes pratiques que je vous ai montrées, d'enlever donc toutes les informations superflues, donc le titre des axes, les étiquettes, etc., pour, soigner ce visuel et n'afficher que les informations utiles. Voilà. Donc, au final, ce que je retiens, c'est qu'ici, j'avais fait 1,5 million de chiffre d'affaires. Ici, j'en ai fait 1,6 million, et donc je vois l'augmentation de ce chiffre d'affaires pour ces 4 activités et la baisse, pour l'activité dev. OK? Donc j'ai créé ce petit visuel, OK, et sauf que en plus là, je l'ai pour tous les mois, hein, donc je peux, faire cette analyse pour, plusieurs, plages temporelles, ce qui est assez intéressant. Je peux comparer par exemple, l'écart entre avril et octobre, enfin voilà, en fait, entre octobre et octobre de l'année précédente. En fait, je suis pas du tout limité là dans l'analyse que je peux en faire. Donc ça déjà, c'est assez sympa. Et une fois en fait que j'ai créé ce visuel, je me suis posé la question: «OK, donc cette analyse, elle est hyper intéressante parce qu'elle permet de voir la répartition de chiffre d'affaires en fonction des activités», enfin d'expliquer en tout cas, la croissance ou la baisse en fonction, des différents axes d'analyse. Mais comment justement aller plus loin? Et ce que je voulais faire ici, c'était hem, de rendre carrément disponible, pour l'utilisateur, bah, pourquoi pas la possibilité de choisir ici quel est l'indicateur qui est utilisé dans ce visuel. Et encore mieux, comment faire pour
choisir ici l'axe d'analyse qui est utilisé, donc la répartition, en fait. Okay. Donc, quelque part, et c'est là où on rend les choses encore plus intéressantes, c'est que là, on a la possibilité de faire une analyse, mais on est d'accord que si on veut étendre cette analyse sur d'autres indicateurs et d'autres axes, le réflexe par défaut, c'est de créer potentiellement soit plusieurs pages, ou soit plusieurs onglets, ou plusieurs signets, en fait, pour étendre cette analyse et masquer des éléments, etc. Enfin, faire un jeu au niveau de l'interaction pour faire cette analyse sur plusieurs axes. Eh ben, c'est pas ce qu'on va faire ici. C'est pas ce qu'on va faire. En fait, on va essayer de le rendre vraiment complètement dynamique. Donc vraiment de garder une seule visualisation et de pouvoir switcher les indicateurs et les axes. Donc pour les indicateurs, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà fait, mais en général, c'est assez simple. En fait, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord créer une petite table qu'on va appeler switch. Enfin, allez, on va l'appeler indicateur dynamique. Oups, pardon. J'ai fait charger un peu trop vite. Il faut quand même préciser les différents choix qu'on va donner. Hop, je vais revenir ici dans Power Query pour modifier ma table. OK. Donc, l'indicateur dynamique, au final, je vais donner la possibilité à l'utilisateur ici d'en choisir que 3, disons, pour la démo. Les 3 qui existent dans le jeu de données, c'est les ventes, le gross margin et le direct margin. Je ne sais même pas en plus c'est quoi, mais c'est la marge directe et la marge avec les coûts indirects. La marge totale, quoi, il me semble. Hop, donc je fais OK, appliquer les modifications. Qu'est-ce qu'il me dit? On n'a pas trouvé... Oui, pardon. Hop. Voilà. OK. Donc j'ai créé ici une petite table directement dans Power BI qui me permet déjà de créer, c'est la première étape, un petit filtre pour mes utilisateurs. Et ce filtre, donc, il va permettre à l'utilisateur déjà de sélectionner l'indicateur qu'il veut analyser. Le problème ici, c'est que vous vous rendez bien compte qu'il n'y a aucun lien qui est fait avec le visuel, donc forcément, là, quand je sélectionne l'indicateur, ça va absolument rien faire. Donc il faut maintenant créer le lien entre ce filtre et la valeur qui est utilisée dans ce visuel ici. Pour faire ça, je vais créer une petite mesure ici. Déjà, où dans un premier temps, donc ça c'est donc indicateur dynamique. Dans un premier temps, je vais récupérer en fait la sélection de l'utilisateur. Ok, donc vous vous rappelez, tout à l'heure, on a utilisé la petite fonction selectedValue. Donc là, on peut l'utiliser pour récupérer l'indicateur qui est sélectionné par l'utilisateur. Et donc, cette mesure, elle fait quoi là? Comme on avait vu tout à l'heure, elle donne juste la valeur, donc direct margin, gross margin, sales. Okay, donc on a quelque chose qui réagit en fonction de la sélection. Et donc maintenant, on va remplacer cette valeur qui est rendue par l'utilisateur par la valeur ici de l'indicateur qui est calculé. Et pour faire ça, on va utiliser une fonction qui est très pratique dans Power BI, c'est la fonction switch. Et donc, je vais très rapidement coder cette fonction et je vais vous expliquer ensuite comment elle fonctionne. Donc, je vais tricher un petit peu ici pour aller un peu vite. Je vais entrer toutes mes mesures 2 fois. Hop, d'ailleurs c'était direct. Alors après, gross margin. Ok, bon, ça c'est juste pour gagner du temps. En fait, ce qui va se passer ici, donc la fonction switch, si je regarde comment ça fonctionne, donc ça retourne différents résultats en fonction de la valeur d'une expression. Okay, donc l'expression ici, c'est selectedValue.
Ok, donc je récupère la valeur entrée par l'utilisateur. Si cette valeur vaut sales, alors je lui renvoie la valeur sales. Si la valeur sélectionnée par l'utilisateur est égale à direct margin, alors je lui renvoie la valeur de l'indicateur direct margin. Et si la sélection de l'utilisateur c'est gross margin, alors je renvoie la valeur gross margin. Donc en fait, un switch, c'est tout simplement des si qui sont imbriqués quelque part et qui permettent en fait de gagner un petit peu de temps et de rendre la lisibilité de la fonction un peu plus sympathique. Et donc vous voyez ici que en fait, ce que je vais récupérer, c'est maintenant la valeur en fait à chaque fois des différents indicateurs et non plus en fait tout simplement le nom des indicateurs. Alors je vais dire que ce sont des euros. Voilà. Et donc maintenant, si je remplace dans ce visuel l'indicateur dynamique, comme la valeur sélectionnée ici c'est sales, a priori je devrais avoir exactement le même visuel. Voilà. Okay, donc j'ai exactement le même visuel parce que la valeur ici c'est sales. Mais si maintenant je change d'indicateur, hop, vous voyez que le visuel se met à jour et en fait ici j'analyse donc la répartition de ma marge directe, ici de la grosse margin et ensuite des ventes. Okay, donc là j'en ai pris 3 d'indicateurs, mais j'aurais pu les prendre tous, il n'y a pas de souci. Donc en fait là je peux vraiment en mettre autant que je veux pour rendre cette analyse dynamique. Ok, donc ça déjà, c'est sympathique. Juste à titre vraiment, hop, tac, 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 juste pour info, combien de personnes avaient déjà utilisé cette question, utilisé, pardon, cette fonction switch et avaient déjà réalisé ce genre de rapport avec des mesures dynamiques? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait? Ouais. Yes. Cool, cool. Ouais, il y en a pas mal. Donc il y en a qui l'ont fait avec if aussi. Arnaud, t'as pas besoin de répondre, on sait. Ouais, ok, super. Cool, cool. Ok, donc... Et donc maintenant, on va essayer d'aller plus loin. On va essayer de faire exactement la même chose, mais pour l'axe, donc pour les activités, en fait. Et ce, directement dans le visuel. Donc ça, par contre, est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait, de rendre là, ici, l'axe d'analyse complètement dynamique sous forme d'un choix comme ça, d'un choix unique? Yes, exactement. Alors là, c'était quoi? Y a-t-il une astuce pour éviter de copier 2 fois chaque nom, une fois pour le test et une fois pour le nombre d'objets, dire qu'on veut l'objet qui correspond à la sélection? Alors moi, je connais pas. Je connais pas en fait de dire que ça correspond à la mesure qui est rattachée, enfin ouais, en fait de convertir le texte en référence de mesure, quoi, quelque part. C'est vrai que ce serait pas mal d'avoir cette fonction. Ouais, oui, mais avec une méthode différente de la tienne, Mathieu. Ah, nickel. Ok, bah allez, on va voir ça. Mathieu, il y avait une autre ouais. question un peu plus haut que tu n'as peut-être pas vue. Ah, Il y avait yes. quelqu'un qui demandait, dans le waterfall, Ouais. c'est quoi la catégorie autre? Ah, ok. Hop, on va revenir. Donc, si la catégorie... Ah oui, c'est si vous avez beaucoup d'axes d'analyse. En fait, il y a une catégorie autre qui va se créer par défaut et qui va regrouper en fait toutes les catégories restantes. Donc, par exemple, là, c'est le cas, je suppose, si je sélectionne typiquement mes agences en fait à la place de l'activité. Hop. Voilà, vous voyez que comme il y a beaucoup d'agences, en fait, il va m'en sélectionner que 5 et il va regrouper toutes les autres dans autres, du coup. Et pour changer donc ce paramètre, je peux aller ici dans le petit pinceau, je crois que c'est dans répartition, voilà, il y a décomposition maximale et je peux ici en fait augmenter la décomposition et donc ici afficher jusqu'à autant que je veux, je pense. Je peux afficher jusqu'à 15 valeurs. C'est 20 le C'est maximum. 20. Ouais. Allez. Typiquement Merci, le genre de truc qu'on aimerait pouvoir piloter par le DAX, mais qu'on ne peut pas. Ouais, par exemple. C'est vrai qu'au final, si on l'affiche sur un écran géant, on pourrait en afficher plein, quoi. Voilà, voilà.
Ok. Donc, alors ouais, petite info. Donc, là, ce que je suis en train de faire, enfin, ça, je suppose, je sais pas si tu l'avais montré dans les fonctionnalités à une autre session, Tristan, mais typiquement, le fait de changer comme ça l'axe directement, ça, on peut le faire maintenant normalement dans le Power BI Service, on peut activer la possibilité aux utilisateurs de le faire. Mais c'est pas ce que je vais montrer là parce que bon, je suppose que vous le savez déjà. Et puis surtout, il faut que la personne en question, que l'utilisateur en question connaisse quand même un minimum Power BI pour savoir qu'est-ce qu'il faut changer à quel endroit, quoi. Voilà. Mais bon, c'était juste pour faire la petite parenthèse. Allez, trêve de suspense. Donc, pour faire ça, je vais pas le faire directement en DAX. Je vais être obligé de passer dans Power Query. OK. Et en fait, je vais tricher un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, je vais tout simplement reagencer ici mes données pour avoir quelque part, en fait, au lieu d'avoir 3 colonnes activité, agence et country, activité, agence et région, en fait, ce que je vais vouloir faire, c'est d'avoir juste 2 colonnes, une qui me précise en fait l'axe analyse et l'autre qui me précise l'attribut de l'axe analyse en question. OK. Donc il y a une histoire de pivot, de dépivot, et cetera. Donc on va voir ça et surtout ce qu'il faut faire attention, c'est que du coup, on va forcément créer des lignes en plus au niveau de la table, parce que le fait de pivoter comme ça, enfin vous vous rendez compte ici, si on passe, de 3 colonnes à seulement 2, mais qu'on garde les mêmes informations, bah forcément, ça va nous allonger, ça va nous étirer notre table. Et donc, ça va être important, en fait, au niveau des données chiffrées, de pas les laisser dans la même table quelque part, parce que sinon, on va créer des doublons, en fait. Donc ça, on va le voir de toute façon directement dans Power Query. Donc, ce que j'ai fait, en fait, première étape, j'ai référencé la table, hop, des axes, pour créer en fait la même table, mais à partir de la requête qui a déjà été créée. OK. Et ça, je vais l'appeler axe dynamique. Dans cette table, je ne vais conserver que l'ID de la ligne, car c'est ce qui va me permettre de refaire le lien après avec la table initiale. Donc l'ID de la ligne et les axes d'analyse que je veux rendre dynamiques. C'est tout. Je fais donc supprimer les autres colonnes. OK. Et donc j'ai bien cet ID et les axes. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à sélectionner les 3 axes d'analyse, donc activité, agence et région, et faire un clic droit, dépivoter les colonnes. Et donc là, si vous connaissez un petit peu le langage M, je peux renommer directement ici ces colonnes. Je peux le faire aussi dans une autre étape, hein, c'est pas un problème. Donc là, ici, on a l'axe dynamique. Je peux écrire. Et ici, on a du coup l'attribut de l'axe. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on disait, hein, donc pour chaque ligne de la table précédente, maintenant j'en ai 3. Une pour l'activité, une pour l'agence et une pour la région. Du coup, c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir les données chiffrées directement dans cette table, parce que sinon, ça nous crée des doublons, donc ça fausse. Mais en fait, ici, bah, cette clé invoice line, c'est ce qui va me permettre de refaire le lien avec la table principale ici. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, quand je vais sélectionner par exemple l'activité, bah, ça va me sélectionner du coup les différents attributs et ça va bien filtrer les lignes correspondantes. OK, donc ça, on va le voir tout simplement dans la partie modèle. Donc j'importe cette table, axe dynamique. Ici, bah, vous voyez là, la relation s'est créée toute seule, mais attention, forcément ici, la relation, elle va être de une invoice line ici à plusieurs invoice lines ici, donc one to many, un à plusieurs. Et donc par défaut, Power BI, dans les relations 1 à plusieurs, ça crée un filtre qui va seulement du 1 vers le plusieurs. Okay, donc autrement dit, si on laisse la relation telle quelle,
lorsqu'on va essayer de filtrer ici notre axe, ça ne va pas filtrer notre table principale, donc ça ne va pas filtrer nos indicateurs. Ça, c'est problématique. Donc, pour changer ça, je vais tout simplement double-cliquer sur la relation et faire ici une relation à double sens. Je précise, les relations à double sens, il ne faut pas les faire tout le temps. Il faut vraiment les faire uniquement quand on sait ce qu'on fait et quand on le fait pour une bonne raison. Là, on peut considérer que c'est une bonne raison. Donc, je masque juste ici le invoice line. Hop, les bonnes pratiques. Et donc ici, je retrouve l'axe dynamique que j'ai créé, qui est lié donc au reste de mes données. Donc maintenant, je peux le positionner ici, enfin plus simple, je vais tout simplement copier-coller ici ce filtre, garder les mêmes spécificités, mais à la place, je vais mettre l'axe dynamique. Hop. Voilà, donc j'ai l'activité ici qui est sélectionnée. Et donc maintenant, au niveau de ma visualisation, il ne me reste plus qu'à remplacer la répartition ici, donc l'activité par défaut, par l'attribut de l'axe dynamique. Hop. Donc là, on est d'accord, ça ne change rien, parce que j'ai toujours les sales et l'activité, mais sauf que maintenant, quand je vais changer les agences et les régions, en fait, ça va me filtrer le visuel, et grâce à ça, donc j'ai créé un axe d'analyse dynamique. Voilà. Alors ça, c'est une sacrée démo, Mathieu. Moi, j'y avais eu droit en privé dans un autre contexte. Alors, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Qui c'est qui a mis des bravos comme ça? C'est arrivé depuis une semaine dans Teams. Ouais, c'est Ils ont génial. récupéré ça de Twitch. Ah, c'est génial. Ah bah voilà, regarde, tu reçois plein de bravos là, regarde. Ah, c'est gentil. Trop bien. Non, c'est top. Alors effectivement, sur le chat, il y a une deuxième méthode qui consisterait pour éviter le bidirectionnel. Ouais. À pas faire le dépivot et à Ouais. passer avec des use relationship en fait. Ouais, et effectivement. Ce serait une autre approche, mais qui nécessite un if parce qu'il faut détecter dans quel cas tu es pour savoir ce que tu utilises. Mais Yes. Ouais, j'y avais pas pensé, ouais. Donc effectivement, ça serait pas mal aussi. Il y a une fonction qui s'appelle cross-filter qui permet d'activer localement le filtre bidirectionnel, comme le font remarquer David et Jonathan. Ouais. Mais il y a une autre méthode de modélisation pour faire ce truc-là, qui consiste, pour éviter le bidirectionnel, qui consisterait à passer par un use relationship sans dépivoter. Yes. Mais bon, bref. Cette méthode-là était très très intéressante et le rendu est juste impressionnant, quoi. Cool. Ouais, parce qu'au final, là, c'est vrai qu'on peut utiliser ça pour plein d'axes d'analyse, pour plein d'indicateurs. Alors, juste pour vous montrer rapidement la version finale, en retravaillant un petit peu. Hop, donc on obtient, au final, c'est un peu la même chose. Et donc ici, j'avais fait en fait une version donc pour les sales et les marges, avec justement l'indicateur ici. Alors l'axe analyse, justement, je l'ai mis dans le titre, et c'est ici en fait qu'on peut le sélectionner directement. Okay, donc ça rend visuellement assez sympa. Et j'ai fait la même chose donc pour les coûts, en fait, juste parce qu'il y a une inversion des couleurs, forcément. Pour les coûts, quand ça augmente, c'est plutôt rouge. Quand ça baisse, c'est plutôt vert. Du coup, j'ai fait une page distincte pour les coûts, mais dont le principe est exactement le même. Voilà. Ça, c'est quand même franchement assez impressionnant. Donc franchement, bravo Mathieu pour cette idée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce truc-là, quoi. C'est que on passe vraiment d'un rapport descriptif à un rapport explicatif. Et c'est là où il y a toute la valeur de Power BI. Hein. C'est magique, me dit Didier. Tu es un magicien, Mathieu. Merci. Merci en tout cas de m'avoir accueilli, Tristan et Jean-Pierre. Toujours un plaisir. Donc, c'était ta dernière démo. On peut considérer que ta session est terminée, Mathieu? Yes, écoutez, ouais, j'avais pas forcément. Non, mais c'est juste savoir si tu exactement... montrer d'autres choses. Non, après, c'était plus ces questions-réponses. Il y en a qui avaient
Alors, allez-y, on a peut-être le temps encore, Jean-Pierre, de prendre une ou deux questions. Je sais pas, quelle heure il est? Ouais, 20h30 Et déjà. Ouais, si on de, on déborde comme d'habitude, on est Ouais. bavard, mais c'est toujours pour la bonne cause et pour traiter des cas. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro maintenant. Il me C'est semble autorisé. avoir vu une question, mais je sais plus. Et s'il n'y a pas de questions maintenant, d'ailleurs pour ceux qui nous regardent en replay, n'oubliez pas, il y a le forum. Si vous dites, mais il est où ce forum? clubpowerbi.com. Voilà. Et on vous rappelle aussi qu'on a une chaîne YouTube où on rediffuse, on republie tous nos meet-up. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez être le 3000e abonné, voilà, j'ai regardé tout à l'heure, Jean-Pierre, on est à 2990 et des poussières. Donc, aidez-nous à passer les 3000. Vous allez sur YouTube et vous Et ça cliquez serait sur peut-être s'avancer abonner. de dire qu'on fait gagner un cadeau au 3 millième, c'est ça? Est-ce qu'il y a un cadeau? Tout de suite, on voit les profiteurs, hein. Non, le truc, c'est qu'on ne sait pas définir qui est le 3000. On sait quand on passe à 3000, mais on ne sait pas définir qui est le 3 millième parce qu'on n'a pas la liste. Enfin, voilà. Ou on peut peut-être l'avoir en se connectant sur les API, mais on Mathieu, n'est il y a pas des gens qui demandent si avec tu les veux détails. partager ton fichier. bah, ouais, pourquoi pas. Alors, Il y a un En tout GitHub, cas, hein, si ouais, le t'intéresse. fichier de démo, pas de souci par rapport à ça, ouais. Donc, bah, je vous enverrai un lien. Je vous enverrai un lien pour partager le fichier, ouais, pour que les gens puissent le télécharger. Ou si tu veux, Mathieu, tu fais une PR sur le GitHub du Club Power BI. Voilà, Ok. je parle comme un vrai développeur. Ah non, arrête de dire PR, JPR. Non, pull request, voyons. Attends, voyons, Tristan. Pas de questions particulières. Est-ce que ce meet-up vous a plu? Mettez des petits cœurs et des petits pouces en l'air partout, là. Hop. Ah, Comme au regarde, Twitch. Magda, On va faire péter les tu fais un sans trendlines. faute. Oui, finalement, c'est aussi pour ça qu'on a bien retenu la session de Mathieu, parce que on sait que c'est des choses qui vous plaisent, qui sont utiles à beaucoup Ouais, de mais comme monde. quoi, Jean-Pierre, tu vois, la data vis, c'est quand même, c'est toujours un sujet. On Voilà. prend pas beaucoup de risques à parler de la data vis, quoi. Exactement, et c'est ces petits tips and tricks. Enfin, la notion de tips est toujours très bien. Voilà, on sait que vous aimez bien et on sait que ça vous est utile. Donc c'est pour ça, quand Mathieu a proposé sa session, on a sauté sur l'occasion. Voilà, on vous a remis à l'écran les prochains meet-up, du coup. Mm. Ils Allez, sont quasiment tous publiés déjà sur notre page meet-up. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous inscrire. Et c'est bien en 2021, hein, au cas où vous auriez un doute. Hein, petite info aussi, j'en profite pour faire aussi très rapidement ma pub. Je commence aussi, c'est vraiment le tout début, mais je commence en parallèle une chaîne YouTube aussi, l'apprenti Power BI. Et donc je ferai des petits tutos dans ce genre-là, sûrement sur du DAX, sur Power BI en général. Ouais, je mets voilà. le lien dans C'est le, déjà dans, lancé, dans le chat Mathieu? pour les gens qui sont encore Ouais, là. yes. Et sinon, tu te mettras un propre commentaire sur ce que tu fais sur la chaîne YouTube. Et j'ai vu passer quelque chose d'assez intéressant là. Kalawi, on veut bien parler de migration Power BI. Si on a des gens qui veulent bien faire des retours d'expérience sur des migrations, donc j'imagine des migrations depuis MicroStrat, depuis je sais pas, Reporting Services ou Tableau ou Click, etc. S'il y a des gens qui ont des retours d'expérience là-dessus, n'hésitez pas, vous nous les proposer. ClickView, n'hésitez pas à nous les proposer. C'est aussi notre rôle à Tristan, à moi et à tous les organisateurs de vous mettre en confiance, hein, si vous avez un peu peur de présenter ou autre. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire une session du niveau de celle de Mathieu. On peut très bien vous aider à partager ce retour d'expérience, parce qu'en effet, la migration peut être un sujet extrêmement intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est encore là, mais je connais quelqu'un qui travaille pour un client qui bascule de micro-stratégie à Power BI avec des questions bien techniques, de choses très spécifiques à reproduire. Voilà. Bon, il est l'heure de quitter, de fermer ce meet-up et de retourner à
une activité un petit peu plus normale et de vous donner rendez-vous pour le prochain meet-up. Le 25. Qui sera le 25, la semaine prochaine, jeudi prochain. Bonne soirée à tous, bon appétit. Merci Mathieu encore pour cette super session. Merci à vous. Et pour ceux qui veulent revoir, ça sera sur la chaîne YouTube. Bonne soirée. Merci à tous.